Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir encore sur Al24 News pour votre émission d'actualité et de débat hebdo show. Et comme à l'accoutumée, j'ai le plaisir d'être accompagné de mes chroniqueurs, à commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir Mihad, bonsoir tout le monde. Salam Al-Zoul, bonsoir Badis. Alors Salam Al-Zoul, bonsoir, et j'ajouterai meilleurs vœux pour cette nouvelle année égère, notamment pour nos concitoyens, compatriotes et la communauté musulmane de par le monde. Bonsoir à vous également Faisal Mataoui. Bonsoir Nouhad et bonne année pour le Muharram. Et il y a également Mahdi autour de la table. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhad, bonsoir messieurs, bonne année à vous. Sans oublier, mesdames et messieurs, que Nariman Zekar nous rejoindra en dernière partie d'émission. Au sommaire ce soir, opération séduction pour le marché pétrolier algérien. Chevron et ExxonMobil, deux géants américains, entendent investir en Algérie. L'Algérie, une valeur sûre dans la maîtrise et l'industrie énergétique. Où en est l'Algérie dans le développement de son secteur productif national? On s'y intéresse ce soir à l'occasion de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, événement économique devenu incontournable. Situation au Moyen-Orient, va-t-on vers une reprise des hostilités entre l'Iran et l'entité sioniste? C'est la question que l'on se pose ce soir dans le dossier international. Et puis en dernière partie, on parlera du lancement de l'application Discover Algeria, une application destinée à faire connaître le patrimoine culturel touristique algérien. Et on commence, messieurs, avec cette information. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi une délégation de haut niveau de la compagnie américaine Chevron, l'un des deux géants mondiaux pétroliers et gaziers. Faisal. Absolument, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu quand même deux géants du secteur pétrolier et gazier américain. C'est Chevron. Chevron, c'est l'entreprise numéro 2 aux États-Unis. Et ExxonMobil, qui est donc une entreprise aussi importante, qui a des chiffres d'affaires qui dépassent les 100 milliards. Pour le premier trimestre, par exemple, 2025, Chevron dépasse les 89 milliards de dollars. Chevron déjà est en accord avec la Sonatrach pour une étude importante, c'est l'étude de ressources pétrolières de l'eau offshore algérien, c'est-à-dire en mer. Et l'Algérie est maintenant aussi a développé aussi un projet avec l'entreprise italienne Eni et l'entreprise Total Energy. Et là, Chevron vient aussi avec cette étude qui va être livrée dans 2 ans pour savoir quel est exactement ce potentiel offshore algérien en matière du pétrole. ExxonMobil aussi travaille avec la Sonatrach, avec d'autres partenaires algériens dans le secteur de l'exploration et également de l'innovation, parce que ExxonMobil est une entreprise connue aussi par son programme d'innovation en matière d'énergie surtout, qu'il y a aussi de l'intérêt pour l'hydrogène vert, qui est une énergie du futur, une énergie propre, et l'Algérie a développé une stratégie en la matière. D'ailleurs, les journées scientifiques et techniques, les 12e qui sont déroulées à Oran, organisées par Sonatrach, il y a eu un grand chapitre réservé à cette énergie du futur, l'hydrogène vert, qui fera partie du mix énergétique algérien. Et ce retour de deux géants, cet intérêt de deux géants du secteur pétrolier et gazier américain, ExxonMobil et Chevron, confirme, comme nous l'avons déjà dit nous dans cette émission, l'attractivité du marché algérien et de l'Algérie en matière d'énergie. Et on a vu aussi qu'il y a d'autres entreprises qui ont obtenu des contrats pour investir et explorer dans le sud algérien, dans plusieurs secteurs, notamment le pétrole et le gaz. Abadis, aujourd'hui, l'Algérie est un pourvoyeur fiable d'énergie. Non seulement un pourvoyeur fiable, mais aussi un État stable, un pays stable. Parce que quand on parle de majors comme Exxon et comme Chevron, on parle de 349 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 193 pour notamment Chevron. On parle de quand même l'équivalent de PIB de plusieurs pays, notamment comme l'Afrique du Sud. Vous voyez. Donc on parle quand même aussi de structures qui savent où mettre les pieds. Si je peux m'exprimer d'une manière très triviale, pour expliquer qu'effectivement, le contexte économique, géostratégique, politique de l'Algérie aussi est un attrait, est un levier attractif notamment. Et j'aimerais, avant de parler de diplomatie énergétique, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une symbolique, si vous me permettez.
c'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a reçu cette délégation. C'est pour vous dire qu'effectivement, il s'implique, il met la main dans la pâte en tant que VRP vraiment de luxe, notamment pour justement aller dans le sens de cette diplomatie énergétique, mais aller dans le sens aussi de l'attractivité de l'Algérie en montrant l'exemple. C'est-à-dire le président de la République lui-même s'implique en recevant cette délégation, aussi en mettant un cadre et un contexte, notamment de cet échange, cette collaboration win-win, puisqu'effectivement, Faisal, tu fais bien de le dire, on a beaucoup d'historique avec ces compagnies, notamment par le passé, post-indépendance, post-aussi nationalisation des hydrocarbures, puisque nous avons eu cette technologie via Eni, l'italien, mais aussi par la suite via ces majors qui sont restés effectivement partenaires aussi qui respectent la souveraineté de l'Algérie. C'est ça dont il est question, et là je reviens sur cette diplomatie énergétique avec d'égal à égal. C'est les États-Unis dont on parle, puisque respectivement ils appartiennent aux États-Unis, donc il y a un rapport supra-diplomatique qui est vraiment de l'énergie. C'est aussi des compagnies qui souhaitent échanger et transférer une technologie d'une manière très souveraine aussi et respectueuse envers le peuple algérien, puisque cette énergie aussi appartient au peuple algérien, et le président de la République a maintes fois insisté sur cet aspect-là pour préserver ses acquis et surtout aussi savoir comment les redistribuer à travers une richesse diffuse à travers les infrastructures. Donc il me semble pertinent aujourd'hui de dire aussi que l'Algérie, les 5 dernières années, a attiré plus de 40 milliards de dollars en matière d'intérêt et d'investissement. 65% de ces investissements sont dans la transition. C'est pour montrer aussi que l'Algérie pense le après-pétrole, pense à la diversification économique, pense à la transition énergétique et pense aussi à fidéliser des acteurs comme ces deux majors, notamment dans une stratégie, une vision aussi, un cap donné qui est celui de construire ensemble une équation énergétique avec des leviers tangibles, avec des leviers pérennisés, mais surtout aussi des leviers souverains comme l'Algérie veut le faire aujourd'hui. Alors Mehdi, je vous ai vu acquiescer lorsque Badis a évoqué l'implication du président de la République. Un commentaire là-dessus? Écoutez, c'est une volonté politique. Exxon et Chevron ont des intérêts partout dans le monde. Aujourd'hui, le pétrole algérien est l'un des meilleurs pétroles au monde, avec le pétrole irakien, saoudien, libyen et syrien, etc., etc. Sauf que, à la différence de beaucoup d'autres pays, c'est que le pétrole algérien est safe. Quand je dis safe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des sociétés, des mastodontes de cet acabit-là, de ce type-là, viennent en Algérie, elles savent très bien qu'elles rentrent dans un pays qui est sécurisé. Donc, où il n'y a pas de risque de potentiel de guerre, où il n'y a pas de risque de potentiel de changement de régime, de gouvernement ou quoi que ce soit, que c'est un pays qui est stable. Ces sociétés-là cherchent la stabilité et cherchent toujours à parler avec qui dirige le pays. Voilà ce qu'elles veulent. Elles veulent de la stabilité. Le pétrole, il y en a partout. Il ne faut pas se mentir, d'accord? Nous ne sommes pas le premier exportateur de pétrole au monde, nous sommes très bien placés, mais il y en a partout. Mais quand tu mets des sommes aussi colossales que mettent ces gens-là pour acheter du pétrole partout dans le monde, elles cherchent la sécurité. Et la sécurité, c'est l'engagement politique du président de la République. Quand le président de la République reçoit, comme l'a si bien dit Badis, et c'est pour ça que j'ai acquiescé, c'est dire, quand le président de la République, donc le patron de l'économie algérienne, de la politique algérienne, de l'armée algérienne et ainsi de suite, reçoit ces patrons d'entreprise en leur disant « Vous êtes les bienvenus, nous allons travailler de concerto, ensemble, main dans la main, pour qu'on ait un échange win-win », eh bien, ça rassure les personnes qui veulent investir. Et c'est ça le nouveau message justement que l'Algérie transmet aux potentiels investisseurs dans notre pays. Et on doit faire, pour moi, ça c'est du soft power politique. Et c'est le plus important, parce que le président de la République, quand il donne instruction à l'armée de sécuriser ses frontières, eh ben, c'est un signal pour des investisseurs où ils se disent on est dans un pays sécure, où notre argent est garanti, où il y a une volonté politique, qu'il y a un aspect sécuritaire qui est important et on peut travailler le plus normalement du monde dans les meilleures conditions possibles. Sans être ce n'est pas le cas, sauf faire offense à des pays amis, mais ce n'est pas le cas à la Libye, à la Syrie ou à l'Irak, où justement ils ont des budgets colossaux de sécurité pour sécuriser leurs investissements. Tout ça, ils n'ont pas ce problème de logistique derrière eux. Donc quand ils viennent en Algérie, ils viennent
avec toute la puissance qu'ils ont monétaire pour travailler et pour avoir un partenariat gagnant-gagnant avec notre pays. Le président Al-Majid Tebboune Mahdi a reçu John Ardil. John Ardil, c'est le vice-président chargé de l'exploration et des nouvelles opportunités qui est déjà venu en Algérie en mai 2024 et qui avait déclaré que l'Algérie constitue une destination attractive pour les investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz. En septembre de la même année, en 2024, M. Ardil était dans un forum à Houston, sur le forum algéro-américain sur l'investissement, et la vice-présidente d'ExxonMobil, qui est chargée donc de l'exploration internationale, elle est chez Chevron. Cette dame, elle était aussi dans ce forum. Elle a souligné que la loi algérienne sur les hydrocarbures est devenue attractive, qu'elle peut attirer les investisseurs, parce que c'est vrai, par le passé, on se plaignait de cette loi qui était contraignante. Même la loi de l'investissement a été aussi revue par décision du président Tebboune, et donc ça a attiré un peu les majors, parce que ces entreprises, comme l'a expliqué Badis et Mahdi, ces entreprises qui sont à cheval aussi, très pointilleuses par rapport aux lois et par rapport à la stabilité juridique. Ce qui attire les majors, c'est le numéro 1. Enfin, la première raison qui attire les majors, des teams pareils, des équipes pareilles, des sociétés pareilles, c'est la stabilité et la sécurité. C'est ça. La première chose qu'ils regardent, c'est comment est le pays. D'accord ? Aujourd'hui, en 2025, tu es plus sécure à Alger ou dans les villes algériennes que dans les principales capitales européennes. Tu as plus de risques d'être victime d'un attentat dans les villes européennes qu'en Algérie. Il faut savoir le dire. D'accord ? On a combattu, on a perdu énormément de valeureuses femmes et hommes pendant la décennie noire, où on a appris justement de notre passé, et la sécurité est très importante pour des compagnies comme ça. Bien sûr, pour le secteur pétrolier et gazier, la sécurité est importante, les coûts d'assurance sont très importants, etc. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit Mme Lise Schwartz, qui est donc chargée d'exploration internationale chez Chevron, elle est vice-présidente. Elle a souligné pourquoi le marché algérien est attractif, pourquoi l'Algérie est attractive. Elle a d'abord évoqué la solidité des infrastructures, le réseau des pipelines transcontinentaux, c'est-à-dire les pipelines qui lient, les gazoducs qui lient l'Algérie à l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, et les usines de gaz naturel liquéfié qui facilitent aussi cette commercialisation. Donc il y a beaucoup d'avantages comparatifs qui font que les majors américaines viennent aussi, au-delà de ce qu'a expliqué Mahdi et Badis, s'intéressent aussi au marché algérien. C'est là où la politique, quand la politique et l'économie font alliance, c'est là où justement tu peux avoir des résultats aussi spectaculaires que cela. Quand tu as une volonté politique avec une volonté économique, tu as de tels résultats. Et tu as les plus grandes compagnies mondiales qui viennent et qui courent dans le bureau du président pour demander audience. Et ben voilà, Sonatrach, en fait, c'est le dernier, on va dire, le dernier maillon de la chaîne. C'est le dernier maillon de la chaîne. Sonatrach, ça fait 70 ans qu'elle fait ce qu'elle sait faire. Sonatrach, elle est indiscutable sur le plan de vue technique. On sait comme quoi c'est une énorme compagnie, qu'elle sait travailler avec un PDG qui connaît le domaine de la pétrochimie et du gaz. Et ça, c'est pas un problème. D'accord ? Mais la volonté politique, quand tu changes pas les lois tous les ans, c'est de la stabilité politique. C'est un enseignement que tu donnes aux investisseurs étrangers. Quand tu ne changes pas des lois toutes les 3 semaines, d'accord ? Quand tu donnes une sorte de plan Marshall, on va dire, justement pour le développement de l'économie, et que ce plan-là, tu dis, voilà, c'est sur les 5 ou 10 prochaines années, c'est de la stabilité que tu offres. Et les gens cherchent de la stabilité, cherchent de la sécurité monétaire, cherchent de la sécurité, bien évidemment, physique et par rapport à leurs entreprises. Et quand tu as tout ça, eh ben, je peux te le dire qu'à El Mouradia, eh ben, ils font la queue pour aller voir le président avec des listes d'attente qui n'arrêtent pas de s'allonger. Badis, je vais vous donner la parole parce qu'on va passer à un autre sujet, mais ça reste un petit peu dans le même sillage. Hein. On va continuer à parler du groupe Sonatrach qui, avec la société américaine ECAT Energy Global Renewables et Tosyali Iron Steel Industry, ils ont donc signé ce mardi un protocole d'entente pour la réalisation conjointe d'études pour le développement d'un projet intégré de production d'hydrogène vert et à partir d'énergie renouvelable. Faisal, vous avez les détails pour nous. Oui, Tosyali Iron Steel est une société turque qui travaille en Algérie dans plusieurs secteurs. C'est un accord qui est important parce que d'abord c'est à travers des Américains et des Turcs, et comme l'a souligné Mahdi, qui sont très intéressés par le marché algérien, le protocole d'entente pour la réalisation conjointe d'études pour le développement d'un projet intégré de production d'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable. Parce que c'est très important de s'intéresser à ce secteur
on voit des images des journées scientifiques et techniques de Sonatrach à Oran, où le thème a été très très développé, parce que c'est le futur aussi de l'énergie pour beaucoup d'experts. L'Algérie a déjà des pipelines qui permettent de transporter donc l'hydrogène vert. Derrière, il y a un grand projet avec les partenaires italiens et aussi autrichiens dans le futur. Et donc cet accord va aussi aider à mieux concevoir le projet, parce que l'hydrogène vert, il a un souci, c'est le stockage et parfois le transport, et donc il a besoin de préparation technique nécessaire. Cette coopération entre deux entreprises, l'une, vous l'avez dit, ECAT Energy Global, qui est une société américaine, et Tosaili, qui connaît très très bien le marché algérien et qui a beaucoup d'investissements, parce que le partenaire turc, il faut noter qu'il investit énormément dans le secteur industriel en Algérie, donc va permettre de mieux préparer le terrain pour le futur. L'hydrogène vert, il a cet avantage aussi d'être une énergie qui s'adapte aux impératifs techniques exigés, y compris par des partenaires européens occidentaux, en matière de respect de l'environnement et du climat. Gamal, avec ses nombreux partenariats, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Algérie est un acteur géoéconomique de poids au niveau international? Déjà le poids au niveau européen, parce qu'on est de proximité, ça marche à proximité. Ensuite, parce qu'on répond quand même à un cahier des charges pour le futur qui est important. Moi, ce que j'apprécie dans la démarche gouvernementale aujourd'hui, qui est vraiment affirmée, c'est une vision des choses. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de vision. On fonctionnait, on vendait, dans des conditions qui n'étaient pas forcément favorables. Et c'était juste une manne financière qui permettait de faire survivre l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie se projette dans le futur et l'hydrogène vert est un élément assez extraordinaire. On a une projection d'abord dans l'après-pétrole. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas beaucoup avant. On a une projection dans l'économie verte, donc dans l'économie non polluante. On est un grand acteur du gaz, moins du pétrole, c'est vrai. Et surtout, l'idée, c'est quoi? C'est que l'hydrogène vert, le potentiel, c'est 40 gigawatts, c'est monumental. Pour 2040, c'est les perspectives. Si on atteint ce seuil-là, plus le mix énergétique avec tout ce qui concerne l'éolien, qui est moins présent, mais surtout tout ce qui est énergie solaire avec 3 milliards d'ensoleillement, on devient une véritable dynamo énergétique, non seulement européenne, on pourra couvrir tout le marché européen et l'alimenter, mais aussi africaine. Donc ça permettrait à la fois de développer les relations en Afrique, intra-africaines, qui seraient positives, parce que l'Afrique, il y a un déficit pour 600 millions de personnes d'énergie, donc ce serait l'Algérie pourrait compenser cela, et surtout d'alimenter l'Europe et de remplacer les énergies fossiles, comme on dit, les énergies périssables, parce que le sous-sol, il regorge de pétrole et de gaz, sauf qu'elles ont une quantité finie, ces énergies. Donc le fait que le gouvernement se projette enfin, j'ai envie de dire, dans l'idée de se dire on va faire l'après-pétrole, on diversifie nos partenaires, c'est important de rappeler, c'est les grands acteurs internationaux qui viennent chez nous et qui tapent à la porte cette fois-ci pour nous séduire. Et on n'est pas prisonnier par un seul partenaire. On diversifie notre économie, parce que le pétrole est un levier pour pouvoir effectivement garantir la diversification, qui est amorcée d'ailleurs, il faut le rappeler. Bien, tout ça dit quelque chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays se projette dans le futur, et dans un futur sain, dans un futur proche, dans un futur propre, dans un futur où l'énergie ne sera pas polluante, ne sera pas destructrice, et va peut-être être un nouveau modèle économique. Dans l'Algérie, effectivement, là-dessus, compte, c'est un acteur très important, et quand vous me posez la question, je vous réponds oui de façon très claire. Non seulement il est essentiel pour l'Europe, parce que l'Europe a un déficit énergétique, et surtout il est essentiel pour le monde en termes de modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut changer l'approche de l'énergie, qui est une énergie destructrice, pour une énergie qui soit positive et non destructrice. Très bien. Badis, je reviens vers vous. L'Algérie agit en Afrique. Aujourd'hui, on le sait très bien, elle aide plusieurs pays à développer leur potentiel énergétique. Tout à fait. C'est une lanterne même, je dirais. C'est une locomotive. J'ai évoqué tout à l'heure la diplomatie énergétique. Donc on est dedans. Oui. Moi, j'aimerais juste apporter un élément chiffré en matière de projection, juste pour vous donner un peu un ordre d'idée de quoi on parle. Cette énergie verte, au-delà qu'elle soit... C'est vrai qu'on parle de l'or noir, et là, c'est l'or invisible. C'est à base de process d'électrolyse. Et d'ailleurs, là, je reviens sur le projet pilote à Arze notamment, où on prévoit de produire plus de 60 MWh d'électrolyse, extensible à plus de 200. Mais encore une fois, l'Algérie a toutes les potentialités, tous les atouts pour devenir justement un hub énergétique de cet or vert, entre parenthèses, mais surtout aussi un hub d'une nation exportatrice d'énergie propre. C'est ça dont on parle aussi. C'est pour amorcer cette transition énergétique. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué que l'Algérie, dans sa vision, elle est déjà sur le après-pétrole. Elle est déjà dans cette responsabilisation dans l'hydrocarbure notamment, et y compris l'énergie verte. Et je reviens sur l'élément chiffré. Rapport McKinsey 2024, on parle de plus de 2500 milliards le poids du marché de l'énergie verte, notamment de l'hydrogène vert. Donc c'est pour dire qu'effectivement il y a une potentialité, une marge de progression, une marge de manœuvre phénoménale pour les producteurs notamment et les futurs producteurs comme l'Algérie de cette énergie.
dont l'Algérie, je reviens sur l'Afrique, peut capter plus de 5%, jusqu'à 5% notamment de ce marché, le marché européen et africain. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a là un boulevard important, je dirais aux potentialités importantes et ultra stratégiques. Et il faut rappeler aussi cette vision énergétique de l'Algérie qui ne vient pas du néant. C'est-à-dire qu'on a cette expertise, on a cette expérience, on a l'expérience de l'hydrocarbure, énergie fossile notamment, et là on va vers la transition énergétique pour devenir un acteur fiable, viable, mais surtout aussi un levier, notamment de cette petite diplomatie énergétique douce, puisque l'Algérie a démontré qu'elle était un acteur, un partenaire fiable, même en période de crise. Et je conclurai sur cette triptyque stratégique en matière énergétique, vision énergétique de l'Algérie. C'est quoi? C'est les hydrocarbures responsables, et c'est ce qu'on avait vu effectivement avec ce partenariat avec les majors américains pour faire ce transfert de technologie dans la souveraineté, mais aussi dans le respect de la nature et des terres, cette terre sacrée pour laquelle le sang a coulé pour sa souveraineté, son indépendance. Et puis on a un deuxième axe principal important qui est la transition énergétique. Et là aussi, on devance un peu les autres acteurs, à savoir être ce hub qui plus est, je rappelle, géographiquement parlant, est très bien placé. Oui. Nonobstant effectivement la problématique du stockage, mais ça c'est résolvable en matière technique et on a largement cette technologie, on l'aura en tout cas à travers ces transferts de savoir-faire et de technologie. Et puis j'ai dit transition énergétique maîtrisée et puis dernièrement la diplomatie des ressources, puisque c'est ça aussi dont il est question. Quand on parle de diplomatie énergétique, on parle aussi de diplomatie des ressources. Aujourd'hui, quand vous avez des partenaires comme les Américains ou comme d'autres notamment dans cette approche énergétique sud-sud, vous avez aussi ce que disait tout à l'heure Mehdi, un phénomène de levier win-win, c'est-à-dire en fait chacun s'y retrouve, c'est des intérêts croisés. Notamment aujourd'hui, pour certains pays, ils veulent peut-être avoir des énergies alternatives à des sources d'énergie peut-être qui subissent des instabilités, notamment avec le conflit Ukraine-Russie ou autres. Donc vous avez, l'Algérie a su être justement cette alternative, notamment pérennisée, stabilisée, pacifiée, mais surtout aussi avec une vision, avec une souveraineté, avec une indépendance et avec une réflexion et une vision à long terme. Le projet avec ECAT Énergie et Tosyali est important. Pourquoi? Parce que Tosyali, qui est un complexe sidérurgique dans l'ouest algérien, va fabriquer des aciers verts. Ça veut dire qu'elle va devenir même sidérurgique qui est très, très important parce qu'effectivement la question technique du transport de l'hydrogène vert va se poser. Il se pose toujours. Il y a une étude de faisabilité qui est menée actuellement par l'Algérie avec des partenaires étrangers parce que l'Algérie va devenir aussi l'un des plus grands exportateurs de l'hydrogène vert dans le futur. Nous avons aussi besoin de l'hydrogène vert pour l'industrie nationale parce qu'il faut décarboniser. Vous savez que maintenant qu'il y a des organismes qui ne financent plus les projets où c'est considéré comme polluant. Notamment la BERT en Europe. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'actuellement les universités algériennes s'intéressent aussi à ce secteur, parce que c'est le secteur du futur. Il y a un grand institut, l'Institut de Boumerdès sur le pétrole, mais actuellement l'université de Msila a ouvert une branche pour étudier l'hydrogène vert pour les étudiants, pour préparer les ingénieurs du futur, mais également l'université de Boumerdès. Ça veut dire que l'université algérienne s'adapte aussi à cette énergie du futur. L'Algérie a un immense potentiel, pas uniquement parce qu'on parle d'énergie propre, les énergies du futur, il y a l'hydrogène vert, il y a aussi le solaire, l'énergie solaire, l'Algérie est considérée comme la plus grande potentiel mondial, parce que nous avons un désert très très vaste, très grand, et également l'énergie éolienne, parce que autant l'Algérie s'intéresse aux énergies conventionnelles, comme le pétrole et le gaz, autant elle s'intéresse aussi à ces énergies du futur qui vont, dans le futur, être le mix énergétique pour pouvoir faire fonctionner les machines en Algérie, l'industrie nationale, mais également exporter vers les partenaires étrangers, notamment l'Europe, puisque l'Algérie est considérée comme un partenaire fiable en matière d'exportation d'énergie. Je dois rappeler... Pardon, Badi, c'est Mehdi. Nos jeunes étudiants aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Nos jeunes s'intéressent, je le rappelle à chaque émission et je continuerai à le rappeler, il y a 250 000 personnes, étudiants qui sortent chaque année diplômés de nos universités, ce qui est exceptionnel sur le domaine continental et même en Europe où on a beaucoup de jaloux par rapport à ça. Donc on a énormément d'étudiants qui vont vers ce domaine parce que c'est le domaine de l'avenir. L'énergie renouvelable, les énergies vertes, c'est l'avenir, les IA. Tout ça, c'est de quoi sera fait demain. Et quand je vois des entreprises de cette acabit-là qui, justement, mettent le paquet, entre guillemets, pour développer ces ressources et pour développer ces manières de faire, eh ben, je trouve qu'on est justement au sommet de ce qu'on doit être et qu'on continuera à montrer la voie aux autres. Badi, allez-y. Non, j'aimerais juste revenir. Rien n'aurait été aussi possible, au-delà de la stabilité politique, diplomatique, géosécuritaire,
Il y a aussi un élément, un jalon très important que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au lendemain de son élection, a voulu impérativement mettre en place, c'est la loi de l'investissement. Oui. La loi des investissements, c'est un peu je dirais la structure, c'est le squelette. Exactement, c'est les fondations. Et je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers, en l'occurrence avec les IDE, vous savez, en matière de faisabilité, quand ils vont chez les cabinets de conseil, notamment les Américains, la première des choses qu'ils font, c'est d'abord le contexte, l'écosystème juridique, légal, politique, et surtout aussi en matière de projection, qui est un retour d'investissement. Et là, c'est un signal fort que, effectivement, non seulement l'Algérie est attractive, mais en plus, elle est que au balbutiement, au début justement de cette dynamique, d'ailleurs qui s'inscrit dans le sillage, notamment de la vision du président de la République, à savoir faire de l'Algérie en 2027 un fleuron de l'économie mondiale. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Merci messieurs, mesdames et messieurs. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit Hebdo Show pour cette deuxième partie. On va s'intéresser à présent, messieurs, à la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, qui s'est ouverte donc ce lundi 23 juin au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Et comme chaque année, c'est le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a procédé à l'inauguration de cet événement économique devenu incontournable. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous depuis Tizi Ouzou M. Brahim Gendouzi, économiste algérien. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je commence avec vous, Monsieur Gendouzi. Peut-on dire aujourd'hui que cet événement est devenu incontournable et qu'il reflète la compétitivité des produits nationaux? Il renforce également leur présence sur les marchés internationaux. Tout à fait. Premièrement, il y a lieu de signaler que la Foire internationale d'Alger est un espace commercial et de communication qui fait ressortir les capacités de production algériennes installées, tant sur le plan industriel que dans le bâtiment, que dans le secteur agricole. Et par conséquent, cet espace commercial nous a permis de constater de visu le processus de croissance économique qui existe aujourd'hui à travers la nombreuse participation des entreprises algériennes et étrangères également. Deuxièmement, la richesse des produits exposés et le savoir-faire qui commence à se manifester à travers la production nationale. Et troisièmement, les orientations des pouvoirs publics qui touchent deux aspects essentiels, en l'occurrence le développement et la diversification des exportations de produits algériens, Made in Algeria, sur les marchés étrangers. Et deuxième aspect essentiel également, c'est relatif à la substitution aux importations pour densifier, diversifier le tissu économique national. Très bien. Monsieur Gendouzi, excusez-moi, bonsoir. Une question. Le virage à 180 degrés qu'a opéré le président de la République, d'une économie préalable à son élection qui était du tout à l'importation, à une économie où on est à 80-85% du tout à la production locale. Est-ce que pour vous, ce virage à 180 degrés a sauvé l'économie algérienne? Je pense qu'il y a un pragmatisme du point de vue économique, tant l'orientation exportation est essentielle pour pouvoir éviter le désinvestissement que nous avons connu par le passé et renforcer les capacités de production nationale, les diversifier. Et l'orientation exportation est fondamentale à ce titre. De nombreuses expériences à travers le monde ont montré la réussite de ce schéma, ce modèle orienté exportation, parce que les entreprises algériennes qui vont à l'international connaissent plus de croissance, arrivent à être compétitives, à assimiler la concurrence internationale et être dans l'innovation et la compétition. Ça, c'est essentiel. Mais d'un autre côté, il faut aussi maîtriser le système national productif à travers des mécanismes protectionnistes, parce qu'il y a lieu de protéger des filières industrielles nouvelles de la concurrence internationale, et l'accompagnement des pouvoirs publics est essentiel pour pouvoir former et développer des champions de l'industrie
et également dans le secteur agricole afin de diversifier, de densifier le tissu économique. Parce qu'à travers la densification et la diversification du tissu économique, qu'on deviendra un pays exportateur et performant sur les marchés étrangers. Très bien, mais par exemple, quand en 2019, on importait pour 17 millions de dollars de sauces préparées, ketchup, mayonnaise, moutarde qu'on peut faire chez nous, est-ce que ça, c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres? Quand on importait pour 3,9 millions de dollars de chewing-gum tous les ans, est-ce que ça, c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres? Quand on importait entre gâteaux et tout ce qui va, je sais pas comment on dit, biscuits, gâteaux, qu'on importait pour 85 millions de dollars par an de ces produits-là que nous savons faire ici, avec de la création d'emplois, avec de la localisation, avec de la production locale. Est-ce que ce virage-là qui a été décidé par le président de la République et son gouvernement n'ont pas justement empêcher une déroute économique à l'Algérie? C'est ce que je disais tout à l'heure, le pragmatisme, c'est là. Dans les termes qu'utilisent généralement les économistes, il y a la substitution aux importations, c'est-à-dire faire ce que nous pouvons faire et facilement faire. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui grâce au développement de l'investissement. Deuxième aspect, disons, en donnant la priorité à la production nationale, en rationalisant les importations, on évite le processus qu'on a connu à travers le passé, depuis le fameux ajustement structurel, qu'on appelle le désinvestissement. Les entreprises algériennes n'investissaient plus et l'acte d'importer devenait un acte banal, facile, et on importait du n'importe quoi pour juste importer. Maintenant, avec la rationalisation des importations, la rationalisation des importations, c'est les capacités de production à installer, c'est la substitution aux importations au lieu d'importer en produits. Et pas mal d'entreprises maintenant, grâce à la loi sur l'investissement, il y a des priorités, il y a des avantages, il y a des incitations qui sont données par les pouvoirs publics, par la loi 22-18 aux investisseurs pour installer de nouvelles capacités de production. On peut importer parce qu'on a besoin d'importation, mais on doit le faire dans le cadre de l'approvisionnement du tissu économique national et de la satisfaction des besoins des consommateurs. Et ces deux points essentiels, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le faire bien. Nous sommes d'accord, mais l'importation à outrance qui était devenue une monnaie d'échange courante avant 2019, on est bien d'accord que justement cette importation était dangereuse pour l'économie algérienne. Tout à fait, parce qu'il y avait un processus de désinvestissement. Je me souviens, dans le temps, il y avait énormément d'entreprises qui produisaient, elles ont fermé, elles ont baissé le rideau, et c'est l'importation qui a remplacé la disponibilité des produits sur le marché. Et cette importation, de façon entre guillemets anarchique, ne résolvait pas les problèmes de l'économie nationale, tant pour les besoins des citoyens que pour le tissu économique national. Donc, depuis quelques années, il y a cette rationalisation. Il crée bien au contraire justement une surenchère des prix. Bien au contraire, il crée une surenchère des prix. L'importation au trans crée une surenchère. Le produit local est moins cher que le produit qui est importé. Et de surcroît, la fuite des capitaux et la surfacturation et toutes les manœuvres malsaines qui ont été faites pour sortir l'argent de l'Algérie. Je pense qu'il y a plusieurs retombées, aussi bien sur l'emploi. Donc l'emploi a été touché puisque des entreprises nationales ont fermé. Deuxièmement, l'impact sur la balance commerciale, puisque en important, c'est le déficit de la balance commerciale et donc de façon générale les opérations courantes. Troisièmement, la qualité des produits qu'on importait, ce n'est pas toujours des produits de bonne qualité, ça répercute sur le consommateur. Quatrièmement, c'est le système de prix, puisque en important des produits avec le taux de change et les phénomènes de surfacturation, c'est les prix qui ont augmenté. Et quatrièmement, la dynamique économique d'ensemble a baissé puisqu'il n'y a pas beaucoup d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois, et chômage également. Donc ces aspects-là doivent être solutionnés aujourd'hui à travers une politique pragmatique qui encourage les exportations d'un côté et qui maîtrise les importations, un protectionnisme intelligent, qui maîtrise
les flux d'importation pour que ce soit fait au bénéfice des citoyens, au bénéfice du tissu économique national. Et ça nous permet également d'avoir une souveraineté, que ce soit une souveraineté alimentaire ou une souveraineté sur plusieurs domaines, une souveraineté locale, de production locale. C'est aussi très important. Une souveraineté économique tout court, parce qu'un pays qui n'a pas de souveraineté économique, à tout choc externe, il est fragilisé. Il est fragilisé. Donc le tout importation, le tout à l'importation nous fragilisait sur le domaine économique. C'est dans ce sens que je veux vous dire. Ça veut dire que du moment qu'on arrive à nous contrôler notre production locale et à avoir une sorte de disponibilité constante sur le marché sur plusieurs domaines, ça nous évite justement d'être dépendants des autres. Écoutez, nous avons une expérience avec la période de Covid. Quand les chaînes de valeur mondiale étaient à l'arrêt, quand le transport international était à l'arrêt, les pays qui ont le plus résisté, c'est les pays qui ont une base économique importante, qui ont une souveraineté économique et ils sont basés sur leurs propres ressources. Exactement. Et je pense que cette vraie expérience de la période Covid doit nous servir de leçon pour les années à venir. Il faut construire une base économique solide en termes de secteur industriel, les filières stratégiques à maîtriser, à protéger la concurrence internationale comme l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, la filière sur les matériaux de construction. C'est des filières qui émergent, qui ont de la valeur ajoutée et qui deviendront exportatrices, qui sont déjà exportatrices sur les marchés étrangers. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée, en même temps qu'il faut aller vers l'économie de la connaissance, parce que le paradigme aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est l'économie de la connaissance, tout est à partir de l'évolution technologique, les techniques de la communication et d'Internet. Je pense qu'avec ces filières nouvelles et les filières stratégiques, tant industrielles que l'agriculture, vont permettre à l'économie algérienne d'avoir une certaine, disons, puissance pour satisfaire les besoins nationaux et pour aller vers les marchés étrangers, notamment l'Algérie est intégrée maintenant dans la zone africaine de libre-échange avec l'Union européenne, avec les pays de la Ligue arabe, l'Axar. Donc c'est des engagements importants sur le plan diplomatique de l'Algérie et on doit le faire et on ne pourra le faire qu'avec une base économique solide et avec une souveraineté économique importante. Très bien, merci Ibrahim Gendouzi. Pardon, Faisal Mataoui, je vais vous donner la parole dans quelques instants, le temps d'aller vers Badis Khnissa et de reparler un petit peu de cette 56e foire d'Alger avant de revenir plus tard sur le développement de notre secteur productif. Badis, alors cette foire, elle a attiré de nombreux visiteurs. Alors il y avait les curieux, oui, mais c'est vraiment devenu un événement incontournable de notre économie. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu une étape clé dans le repositionnement de l'Algérie au niveau économique ? C'est une parmi des étapes clés, c'est-à-dire que c'est une foire effectivement internationale, c'est un peu la convergence de tous les acteurs économiques, les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Moi, j'ai eu accès au catalogue notamment, j'ai été frappé par le nombre d'exposants, notamment étrangers, ce qui explique et ce qui est un signal fort, notamment en matière d'intérêt, au-delà de la curiosité, d'intérêt économique, puisque je doute fort que certains exposants qui, effectivement, ont dépensé un certain budget conséquent pour pouvoir justement être aujourd'hui exposants, c'est qu'ils ont étudié cette faisabilité, mais étudié aussi les projections économiques et d'échanges économiques avec le pays Algérie, la destination Algérie économique qui est devenue attractive et stratégique qui plus est, par son positionnement géographique, par les atouts qu'on a évoqués tout à l'heure, géopolitiques et géoéconomiques et sécuritaires, et aussi par la vision. Cette foire, effectivement, elle s'inscrit d'abord dans un redéploiement stratégique économique de l'Algérie, mais surtout aussi une intégration de l'Algérie, une intégration régionale. C'est bien plus qu'une simple vitrine commerciale. Bien plus qu'une vitrine, puisque au-delà de cette foire, il y a effectivement des guests comme Oman, des invités d'honneur comme Oman, oui. D'autres invités effectivement des ambassades. Donc si vous voulez, c'est une effervescence économique qui va se factualiser à travers des contrats, à travers des échanges, à travers des réflexions, à travers des plans d'action communs, notamment entre entreprises, et bien évidemment, in fine, c'est une richesse économique que l'Algérie va en tirer bénéfice. Mais permettez-moi peut-être de mettre en exergue un chiffre, 42%. C'est quoi ? 42%, c'est en 2024, le déficit de la balance commerciale de l'Algérie, hors hydrocarbures, je dis bien,
s'est réduit de 42%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'import-substitution donne ses fruits aujourd'hui concrètement. Ça veut dire quoi aussi? Et ça a été évoqué par notre invité, le protectionnisme économique ne signifie pas le souverainisme économique. Je préfère le patriotisme économique. C'est beaucoup mieux. Protectionnisme ou même patriotisme. Parce que d'abord, on doit protéger pour après, derrière, asseoir l'économie algérienne. Contrairement, pourquoi j'évoque le souverainisme? Parce qu'effectivement, certains pays nous en veulent pour cela. Certains pays même en font carrément une espèce d'obstacle. Un certain continent que je nommerai pas fait dans ces échanges justement cette approche. Donc vous voyez bien que l'Algérie veut d'abord faire du label Made in Algeria un label de compétitivité, un label, comme on l'avait dit tout à l'heure, en matière de coût de prix de revient ou de coût de fabrication, c'est l'un des plus bas, avec qui plus est, je rappelle, des compétences et une expertise dépassant même les standards, notamment de l'Europe et de l'Occident. Donc je pourrais dire qu'effectivement, tout investisseur qui vient ici, il a tout à gagner, notamment au-delà de la création de richesses locales. Et je reviens aussi sur le discours du président de la République lors de son déplacement de l'inauguration, justement, qu'on voit à l'image, avec l'ambassadeur de Palestine. Qu'on a eu le plaisir d'accueillir sur le plateau. Effectivement, qu'on opère ce glissement stratégique et on change de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe d'un simple fournisseur, notamment, à celui d'un architecte économique régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire produire algérien pour exporter africain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, justement, encourager notre économie et lui donner tous les leviers, tous les instruments et tous les outils d'une manière souveraine pour d'abord sécuriser nos axes stratégiques, qu'ils soient sécurité alimentaire, énergétique, économique, financière, cybernétique, à nos besoins. Et ensuite, on a une marge de manœuvre importante, puisque l'économie locale, avec un ancrage qui plus est territorial, puisque quand on parle d'une économie nationale, on parle de l'économie locale, à savoir ce maillage économique dans les territoires, les localités, les collectivités, les petites sociétés, les petites PME, les TPE et autres. Ce qui fait, par effet de pyramidal, donne aujourd'hui une économie forte, une économie stable, une économie pérenne, une économie sécurisée, une économie surtout aussi, encore une fois, avec une certaine expertise. Donc, oui, encore une fois, je me répète, on est véritablement dans un redéploiement stratégique avec un changement de paradigme et puis surtout aussi avec une vision, celle du président de la République, à savoir structurer les chaînes de valeur locales, à savoir faire de l'Algérie, je me répète, un flanc économique et on déplaise aux mauvaises langues, que l'Algérie deviendra in fine un acteur, un pays pivot économique dans la région et même à l'international. C'est le 6e port international d'Alger, Badis, parce que la port d'Alger, c'est 30 000 mètres carrés. Il y a eu 684 entreprises de 31 pays, dont la moitié sont des pays africains et asiatiques. Et donc, la participation africaine, vous l'avez souligné, devient de plus en plus importante. Personnellement, j'ai visité cette foire internationale d'Alger, surtout les stands des entreprises algériennes. Laissez-moi vous dire que les produits algériens ont gagné énormément en qualité, en marketing, en présentation. Et le président Abdelmajid Tebboune s'est intéressé à l'industrie militaire, comme on voit à l'image, parce qu'il a visité plusieurs établissements qui relèvent de l'armée nationale populaire, notamment l'entreprise de construction mécanique de Rajda, qui est très importante, parce que la conjoncture nous apprend aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, que les pays doivent compter sur leurs propres capacités, notamment en matière d'armement, en matière d'armement de défense, parce que l'Algérie n'est pas un pays qui attaque, mais qui se défend. Et cette idée de souveraineté évoquée par notre invité, par Mahdi et aussi Badis, souveraineté économique, a été soulignée par le président Abdelmajid Tebboune lorsqu'il a rencontré notamment plusieurs entreprises, dont l'entreprise GTEX qui fait dans le textile. La souveraineté économique, elle se fait à travers le levier de l'industrie, parce que l'objectif du président Tebboune est également d'augmenter la participation de l'industrie dans le PIB, qui était très faible, il était 5%, 6%. Là, l'objectif à la limite en 2028 est d'arriver à 15%. Et quand on voit les entreprises qui exposaient, il y avait quand même 539 entreprises algériennes, entre publiques et privées. Quand on voit leur capacité, quand on voit le travail qui est fait sur l'innovation, sur la recherche et développement, etc., on voit que ces entreprises sont en mesure de gagner ce pari, d'augmenter à 15% de la part de l'industrie dans le PIB. Il y avait beaucoup d'intérêt du public qui était venu, beaucoup de jeunes sont venus. C'est un franc succès, c'est une part très populaire. C'est toujours un franc succès, chaque année c'est un franc succès. C'est pas un salon professionnel uniquement pour le professionnel, mais également pour le public qui vient, et même aussi des achats, des ventes sur place. Oui. J'ai visité le stand de Oman. Oman est un grand pays partenaire de l'Algérie, et quand même presque une vingtaine d'entreprises.
des entreprises qui sont intéressées aussi par le marché algérien. Et le ministre omanais du commerce qui est venu a évoqué la possibilité d'ouvrir aux produits algériens des portes vers l'Asie à travers Oman. Parce qu'Oman a des ports sur l'océan Indien, etc. Et donc ça sera cet échange entre l'Oman et l'Algérie. L'Algérie permettra aux produits omanais d'intégrer le marché africain et les produits algériens le marché asiatique. Donc on voit qu'à travers cette foire, il y a quand même une vision stratégique qui va très très loin pour densifier la présence de l'économie algérienne et les produits algériens à l'étranger. Justement, vous évoquez, pardon Mahdi, je vous redonne la parole dans quelques instants. J'allais justement me tourner vers vous. Alors la coopération algéro-omanaise, on va continuer à en parler. Faisal, avec ce forum d'affaires algéro-omanais, Mahdi, c'est un forum qui s'inscrit dans une dynamique bilatérale exceptionnelle entre les deux pays. Écoutez, Oman est un partenaire stratégique de l'Algérie. Il y a eu la visite du sultan d'Oman il n'y a pas si longtemps à Alger qui a été un franc succès. Et celle du président de la République à Mascate en octobre 2024. Qui a été également couronnée de succès parce qu'il y a eu énormément d'échanges commerciaux. Et les échanges commerciaux qui ont été signés se traduisent par des faits. Et ces faits sont justement lors de cette réunion pour avoir un avancement de tous les projets qui sont en cours. Et c'est un partenaire ultra stratégique de l'Algérie. Il faut savoir que Oman est à un carrefour du monde, qu'il est écouté et respecté de tout le monde, et que l'Algérie est un pays ami d'Oman. Ce qui est bien, c'est que grâce à ces partenariats, nous voyons l'attractivité de l'Algérie en 2025. Ce qu'on n'avait pas il y a de ça 5, 6, 7, 8 ans. Voilà. L'Algérie est devenue un partenaire incontournable dans le développement de l'économie mondiale. Très bien. Il existe aujourd'hui, Badis, entre Alger et Mascate, une véritable synergie. Et on a pu justement le constater à travers les visites des deux dirigeants, donc à Mascate et à Alger. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Les relations bilatérales entre l'Algérie, Alger et Mascate, c'est des relations diplomatiques, c'est des convergences aussi de vision, en matière de lutte, en matière de vision aussi sur les causes justes et causes communes, notamment que défendent les deux pays respectivement. Mais c'est aussi une vision économique. Les deux pays aspirent à effectivement renforcer, consolider leurs relations et peut-être les ramener à l'échelle qu'elles méritent. Et là aussi, je suis peut-être de formation ingénieur, c'est ce qui explique pourquoi j'aime bien les chiffres. On est passé de 8 à 147 millions de dollars source du ministère du Commerce, notamment en matière d'échange commercial entre les deux pays. C'est phénoménal, le tout dans un laps de temps de 3 ans. C'est pour dire qu'effectivement, il y a une volonté politique, il y a une volonté économique notamment pour effectivement faire de ces deux pays, que je rappelle dans une démarche de stratégie d'échange diplomatique économique sud-sud, sud global. Donc là aussi, on s'inscrit dans la synergie notamment du BRICS+. D'accord. Et puis surtout aussi, l'Algérie s'inscrit aujourd'hui à travers cette vision économique du président de la République où elle regarde l'Asie non plus comme un simple importateur passif, mais plutôt aussi dans un passeur, je dirais, de corridor sud-sud. Donc il est important aujourd'hui que l'Algérie, à travers ses partenariats, ses coopérations, et avec des acteurs qui plus est très symboliques et très ancrés en matière géographiquement parlant, puisque Oman, on le sait pertinemment, qu'il est un acteur actif en diplomatie, y compris diplomatie économique. Je pense que c'est tout en l'honneur de l'Algérie aujourd'hui d'avoir ce type un honneur et d'ailleurs réciproque, d'avoir ce type de réflexion, mais d'action commune concrète aujourd'hui qu'on voit et que j'ai rappelé tout à l'heure à travers des chiffres qui, encore une fois, symbolisent une stratégie bien pensée, notamment de la part de l'État algérien. Gamal Abina, votre avis à propos de la stratégie de l'État algérien ? Moi, j'en ai parlé sur du concret, du réel, du ressenti, de l'impression personnelle. Ça va nous donner un petit peu de corps parce que beaucoup de gens vont se reconnaître dans mon discours. Quand j'étais petit, dans les années 80, je prenais l'avion comme tout le monde. Je ne voyais pas de produits algériens. C'était un pays qui se développait au fur et à mesure, mais il y a eu un ralentissement évident après l'extraordinaire bond en avant qu'on a eu en 70. Puis je suis revenu récemment, je peux le dire, avec beaucoup de difficultés, parce qu'évidemment, c'est un réancrage. Et j'ai pris l'avion et j'ai pris une claque. J'ai vu des produits algériens. Et là, mon cœur a battu parce que j'avais fait ça en Turquie. J'étais fier de voir les Turcs faisaient une production industrielle, nationale. Je parle d'agroalimentaire. Je m'intéresse depuis longtemps à l'Algérie sur l'économie. Je suis un passionné d'économie. Je suis intéressé beaucoup au marché financier. Et j'ai vu la progression lente. Et depuis 7 ans, il faut être très honnête, il y a une impulsion et j'ai posé la question à la population pour savoir si c'était vrai, si je ne me faisais pas de film. Est-ce que depuis 7 ans, avant il y avait cette production, est-ce qu'elle existait? Est-ce qu'on avait 95%, je donne les chiffres, 95% de ce qui est vendu dans les centres commerciaux algériens sont algériens, c'est des produits algériens. Que ce soit la nourriture, que ce soit les fruits et légumes ou que ce soit l'industrie.
télévision, électroménager, le blanc. Et on s'est rendu compte effectivement que c'est massif, la production industrielle algérienne s'est massifiée. Aujourd'hui, on est en phase de développement et d'augmentation de l'appareil de production. Pourquoi ? Pour vendre à l'export. Donc j'allais dire simplement pour toutes les mauvaises langues, parce qu'on parle beaucoup de mauvaises langues qui racontent n'importe quoi, comme l'histoire de la poudre de lait, toutes ces chimères ridicules où ils prétendent qu'il y a des difficultés en Algérie, que l'Algérie est en phase d'ascension très très puissante et très rapide parce qu'il y a une volonté politique affichée depuis le premier jour. Et on commence à en collecter les fruits. Alors, beaucoup d'Algériens ont tendance à dire « Oui, mais c'est difficile. Oui, d'accord, mais Paris ne s'est pas créé en un jour. » Ce qui est difficile, c'est de ne pas se battre. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime son pays, et on est sorti, c'est le mot qui a pas été dit tout à l'heure avec l'économiste, du syndrome hollandais. C'est quoi le syndrome hollandais qu'on a vu en Espagne ici avec l'or, hein? C'est une production de richesse, une monoproduction, qui fait qu'on apporte tout, et le jour où il n'y a plus cette richesse, c'est l'effondrement. L'Algérie a échappé à ça, et Dieu merci. L'Algérie a à la fois cette chance qui est l'or noir et le gaz, les énergies renouvelables, mais aussi une volonté affichée depuis toujours du faire du 100% algérien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis revenu. J'ai vraiment vu, j'ai été séduit par les magasins qui étaient achalandés avec des produits entièrement algériens, 100% algériens faits en local. C'est pourquoi ? Parce que ça crée de la richesse, ça crée de la fierté. Et on l'a vu avec... Absolument. Et en substitut, hein, faut pas rappeler. C'est-à-dire que maintenant, on arrive aux produits de luxe. Quand on voit la pâte à tartiner Al-Morjan qui a été rejetée d'Europe, mais quelle fierté de se dire qu'on est en train de conquérir l'Europe. Et je pense que tous les Algériens doivent s'inscrire dans cette logique-là. Il y a beaucoup dans les réseaux sociaux de gens qui parlent de produits algériens. Acheter algérien, consommer algérien, produire algérien. Et je parlais tout à l'heure, Badis, de patriotisme économique. Aujourd'hui, la lutte pour l'Algérie, c'était l'indépendance à l'époque avec les armes. Aujourd'hui, la lutte pour l'Algérie, c'est l'indépendance par l'économie. Faire en sorte que notre puissance algérienne soit la première puissance économique africaine. Je vais aller dans le sens de Gamal. Il y a un copain à moi qui m'a appelé mardi dernier, je vais taire son nom, qui m'a demandé d'acheter pour son épouse du shampoing Vénus. Tout à fait. Le mec habite à Paris, il y a tous les shampoings du monde à Paris. Il m'a dit, s'il te plaît, ramène-moi du shampoing Vénus. J'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris la hype pourquoi. Je lui dis oui, il y a pas de souci. Et il m'a dit, non, mon épouse veut ce shampoing-là. Et il m'a envoyé les photos sur WhatsApp. Non, mais il m'a envoyé la référence. Blague à part. C'est un truc de fou. Blague à part. Et je lui dis, t'es sérieux? Il m'a dit, oui, ma femme veut ces shampoings-là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me les ramener? Et je lui ai ramené, je suis parti les acheter, je lui ai ramené ces shampoings Vénus. Blague à part, franchement, il y a des influenceurs, des influenceuses à l'étranger, international, qui ne sont pas algériennes et qui vantent les produits algériens, notamment le shampoing. Monsieur Gundozi, justement, qu'est-ce que vous pensez de l'attractivité de nos produits algériens à l'étranger? Alors, tout d'abord, je voudrais signaler par rapport au sultanat d'Oman qu'il y a une joint venture entre Sonatrach et une société omanaise créée en 2013 qui s'appelle Sofer, société de fertilisants, qui produit de l'urée et de l'ammoniac et qui est devenu le troisième exportateur en Algérie aux hydrocarbures. Et donc, la réussite de cette joint venture se met en avant la qualité des liens entre le sultanat d'Oman et l'Algérie dans le domaine industriel. Et je pense à l'avenir, ces relations vont encore s'approfondir dans la pétrochimie, l'industrie pharmaceutique, etc. Alors, le produit algérien, effectivement, il y a des filières industrielles qui émergent. Je cite, parce que c'est connu de tous maintenant, parce que ça commence à être présent sur le marché étranger. C'est tout d'abord l'agroalimentaire, c'est les matériaux de construction, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'électroménager, l'électronique. C'est des filières qui sont devenues importantes et où il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de technologies maîtrisées qui se développent également, un personnel et main-d'œuvre qualifiée et une présence à l'international remarquée, aussi bien à travers les expériences récentes en Mauritanie, au Sénégal et même en Europe dans certains cas. Et je pense que le produit industriel algérien gagne en qualité, gagne en performance, et ce qui fait qu'il y a lieu de continuer de développer cette approche pragmatique dont je disais tout à l'heure, l'essentiel en termes de substitution aux importations, parce ce qui est important, c'est de remonter les filières industrielles soit en amont, soit en aval, pour asseoir cette densification du tissu économique. Et puis la qualité du produit agricole en Algérie qui n'est plus à démontrer, qui commence à avoir de fortes demandes à l'international. Donc toute cette dynamique économique, aussi bien interne qu'à l'international, il faut la consolider à travers une politique économique pragmatique, parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, il y a des handicaps.
La logistique est un handicap, par exemple, qu'il faut prendre en charge parce qu'être performant à l'international, c'est avoir tous les atouts en main. Et je pense qu'il y a des handicaps qu'il faut prendre en charge dès maintenant pour pouvoir consolider et renforcer dans les années à venir cette capacité de production qui devient de plus en plus performante. Très bien, merci Monsieur Brahim Gendouzi. Je vous rappelle que vous êtes économiste algérien. Vous étiez avec nous en direct depuis Tizi Ouzou. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci Monsieur Gendouzi. Merci également. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs, et pour cette troisième partie d'Hebdo Show, nous avons décidé tout d'abord de revenir sur la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord destiné à mettre fin à plus de 30 années de conflit entre les deux pays et l'Algérie s'est félicité de la signature de cet accord qui représente une avancée majeure dans la restauration durable de la paix et de la sécurité dans cette région africaine, Faisal. Absolument, parce que c'est un conflit qui est vieux de plusieurs années entre la RDC, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, et le Rwanda, deux pays voisins, surtout dans la région du Nord Kivu. Donc des hostilités entre les deux États, alimentées par des groupes armés, et qui est donc un peu compliqué tout rapprochement entre ces deux États, et qui ont également perturbé la paix et la stabilité en Afrique. C'est pour ça que le ministère algérien des Affaires étrangères dit qu'au-delà de la région, cet accord rétablit la diplomatie dans sa vocation première de règlement pacifique des différends et réhabilite la voie à suivre pour que les autres foyers de tension, de crise et de conflit en Afrique puissent connaître à leur tour le même dénouement pacifique négocié. Parce que l'Algérie a toujours soutenu l'idée de solutions pacifiques négociées, des solutions politiques et pas des solutions militaires. C'est une des règles de la diplomatie algérienne et de la politique extérieure de l'Algérie. Cet accord, il faut le noter, Nouhad, a été parrainé par les États-Unis et aussi facilité par le Qatar, qui est un pays médiateur dans ce conflit. L'accord a été signé en présence du président Donald Trump qui s'est félicité il y a quelques jours d'avoir facilité aussi la paix entre l'Inde et le Pakistan, entre le Kosovo et la Serbie, et aussi d'avoir aider au cessez-le-feu en Iran. C'est un rôle qu'il veut jouer à l'international. Il a d'un côté le rôle de ce que certains experts appellent la guerre commerciale, avec donc l'Union européenne et la Chine, etc. Et d'autre côté, il fait de la diplomatie. Toujours est-il que cet accord est quand même bénéfique pour la région africaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de processus par le passé, parce que les sceptiques, Gamel peut-être pas nous rappeler un peu l'historique, beaucoup de sceptiques ont rappelé les accords signés à Lusaka, Nairobi et d'autres capitales, mais que parfois n'ont pas été respectés par une partie ou par une autre. Mais là, on a l'impression que c'est un accord très important. Évidemment, les partis qui ont parrainé l'accord ont sûrement des intérêts économiques dans la région, parce qu'il se trouve que l'RDC est l'un des pays les plus riches au monde en minerais, surtout en minerais rares, en matière agricole, etc. Mais pour ceux qui plaident pour la paix et la stabilité en Afrique, c'est un accord qui reste quand même à surveiller de près, parce que son application peut rencontrer certaines difficultés sur le terrain. Alors l'Union africaine a également salué la signature de cet accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Cet accord est un tournant majeur pour le continent africain, Gamal. Oui, tout à fait, parce que d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le RDC aujourd'hui, qui était l'ancien Zaïre de Mobutu, qui était le pays de Lumumba, assassiné pour des raisons effectivement d'intervention de France, CIA, tout le triptyque des anciens colons, parce qu'il a osé regarder en face dans les yeux Baudouin pour lui dire: nous ne sommes pas les sous-hommes, nous sommes des êtres humains comme vous. Baudouin, c'est le roi des Belges. Baudouin, le roi des Belges, absolument. Il a regardé en face. Donc c'était malheureusement signé son arrêt de mort d'un homme éclairé, d'un homme intelligent, d'un homme qui voulait se faire ce pays très riche. Terres rares, minerais, gaz, pétrole, or, diamants, c'est le pays qui concentre le plus de richesses au monde et qui paradoxalement est le plus pauvre. Je vous donne un élément très concret. On parle de guerre, ça fait 25 ans que ça dure. On a eu différents dirigeants qui ont essayé de gérer le pays comme ils pouvaient, entourés de pays prédateurs qui profitaient des richesses du pays. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement M23 de la région Est était à la manœuvre et massacré effectivement dans le Nord Kivu. Alors je vous donne des chiffres qui vont être effarants. À l'époque, j'en ai parlé parce que j'étais militant plus jeune, et j'en parlais aux organisations en Europe, particulièrement un groupe qui s'appelle Survie, qui s'occupe des questions africaines. Et ils ne se rendaient même pas compte du massacre de masse qui était perpétré. Évidemment, des Noirs entre des Noirs qui sont tous chrétiens, c'est pas grave. 45 000 morts par mois. Il y a à peu près, on estime, au bas mot, entre 6 et 10 millions de personnes qui ont été éliminées de ce territoire en 20 ans.
Je ne parle même pas des massacres de masse, des viols, des enfants tués, des enfants soldats tués. Je ne parle même pas de ça, je parle vraiment du fait que ce pays qui était le plus riche d'Afrique, potentiellement qui aurait mieux réussi, a été finalement littéralement massacré parce que les prédations extérieures étaient au rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est vrai, on peut le dire, il faut saluer un homme quand il fait le travail, même s'il n'est pas forcément l'homme le plus sympa de la planète parfois, mais d'autres fois, il peut être intéressant. Trump veut être l'homme de la paix, il veut être le peacemaker. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Je veux le prix Nobel de la paix parce que j'ai obtenu la paix dans un territoire qui était en guerre en permanence ». Il a fait pression sur les deux parties, ça a fonctionné. La méthode Trump, c'est faire pression à chaque fois sur les parties pour obtenir le mieux. C'est la paix par la force. Absolument, c'est une Pax Americana qu'on peut l'appeler. Mais il est certain que, j'ai envie de dire, moi, à titre personnel, par rapport à ces malheureuses populations du Nord Kivu et même du Congo en règle générale, enfin, de ce qu'on appelle la RDC, République démocratique du Congo, mais mieux vaut la paix, même une paix qui n'est pas forcément sympathique, même une paix intéressée, que la mort en cascade de 45 000 personnes par mois. Mieux vaut une paix pour des enfants qui ont pris les armes, qu'on appelle les enfants soldats, plutôt que les voir en train de se tuer sur des théâtres d'opération parce que d'autres pays prédateurs sont autour. Donc c'est en cela qu'il faut rappeler, il faut avoir une pensée pour ces malheureux du Congo, de l'ex-Congo à Kinshasa. Il faut une pensée pour cette population martyre parce qu'on parle beaucoup de Gaza et ça nous touche à titre personnel, c'est normal. On se sent une communauté de destin, mais ils sont africains comme nous. Oui, et en cela, quand l'Algérie salue cet accord de paix, elle a raison. Parce qu'à minima, on obtiendra moins de morts et plus de réussite peut-être, mais surtout la paix pour ces familles qui ont trop souffert. Et on rappelle, Badis, que pour l'Algérie, la stabilisation du continent africain sans aucune ingérence, c'est vraiment important. Cela fait partie de l'ADN de la diplomatie Exactement, algérienne. Le président de la République ne cesse de le répéter à chaque fois qu'il en a l'occasion. Avec les paroles et avec les actes également. Afrique aux Africains et les solutions africaines aux problèmes africains. Et d'ailleurs, par contre, vous conviendrez qu'il faut une substitution, qu'il faut un cap, qu'il faut en fait des locomotives, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays. Et ce qui explique d'ailleurs aussi toutes ces visites un peu en série de certains chefs d'État africains, notamment que ce soit d'ailleurs dans des rencontres lors d'événements internationaux ou aussi ici sur Alger, au niveau de la présidence, au niveau du président de la République. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, l'Algérie est très consultée, l'Algérie a une espèce de synergie comment dire, on peut rappeler que Paul Kagame était à Alger. Exactement. C'est là où je veux en venir, c'est exactement ça. C'est que cela tend à dire effectivement, comme signal fort à certains pays qui souhaiteraient l'instabilité, le chaos en Afrique, que l'Afrique a des locomotives, l'Afrique a des États notamment de acteurs de paix, mais surtout aussi des leviers de stabilité, des leviers aussi de développement économique, et cela aussi fait partie de l'ADN de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire que les conflits ne se règlent pas forcément par les armes, se règlent pacifiquement, se règlent par le dialogue, puisque l'Algérie a su impulser sur pas mal de conflits latents, notamment avec les frères libyens et autres, mais aussi par le développement économique, et c'est pourquoi elle-même, elle a commencé par joindre les paroles aux actes à travers ce fonds d'investissement, notamment à qui le veut, en Afrique, doté de plus d'1 milliard. Donc c'est pour dire qu'effectivement, au-delà d'une vision... D'abord, l'effacement de la dette, c'est important. C'est une pression économique qu'on retire et on investit. Non, mais l'effacement de la dette, effectivement, ça a été fait. C'est un grand signal de l'Algérie. Sauf que il n'y a pas de souveraineté économique s'il n'y a pas de souveraineté politique. Tout à fait. Donc c'est pourquoi l'Algérie veut travailler sur cet ancrage, sur le fond, notamment du problème de cette équation politique, à savoir faire émanciper les peuples à travers leurs États, à travers leurs chefs d'État, avec un affranchissement, avec sortir de cet asservissement du diktat de l'Occident, à travers encore une fois une équation collective, une collaboration intelligente, une intelligence collective aussi de l'Afrique, puisque l'Afrique regorge de richesses, certes souterraines, mais aussi de richesses de capital humain, que l'Algérie souhaiterait effectivement, à travers des événements, on en a parlé dans les éditions précédentes, où elle souhaiterait impulser une dynamique et laisser un peu le cap, laisser les choses se faire entre Africains. Ça a été reproché d'ailleurs à l'Algérie d'avoir tourné le dos à l'Afrique sur les 15 ou 20 dernières années. C'est vrai. Ça a été reproché et le président Abdelmajid Tebboune l'a bien dit, nous devons regarder d'abord notre continent avant de voir les continents des autres. C'était dès son arrivée. Et c'était dès son arrivée en décembre 2019, lors de son premier discours. L'Algérie est un pays en Afrique et il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous. Avant de s'occuper de l'Occident, de l'Europe, de l'Asie ou quoi que ce soit. Et ça a été reproché à juste raison que l'Algérie a tourné le dos à l'Afrique. À un moment, l'Algérie était trop dirigée vers l'Europe. Et on va vers le Nord, et on a perdu justement notre ADN d'Africains de la Mecque des révolutionnaires. La Mecque des révolutionnaires a été perdue à ce moment-là. Et c'est très bien d'avoir pris justement ce virage en se disant on se reconcentre sur les bases,
D'abord l'Afrique et ensuite on verra le reste. Parce qu'en dehors du continent, les partis occidentaux ont toujours empêché les Africains de travailler entre eux, Mahdi. Ils ont toujours empêché les Africains de se rapprocher. On a toujours alimenté les conflits. Parce que qui alimente en fait les conflits en Afrique? Qui alimente le groupe armé en Afrique? Qui leur donne de l'arme, de l'argent? Qui alimente le groupe qui est en train de massacrer les populations civiles au Soudan, où il y a une grosse crime, une grande famine? C'est pas des groupes qui sont financés par des Émirats arabes unis notamment, et c'est l'ONU qui le dit, c'est les organisations internationales. La même chose au Sahel, il y a des groupes qui arrivent à avoir des armes, qui font le trafic de drogue, le crime transfrontalier, et qui déstabilisent l'Afrique. Mahdi a raison, l'Algérie n'a plus maintenant le droit de tourner le dos à l'Afrique, c'est le plus grand pays par rapport à la superficie, c'est un pays leader en Afrique en matière économique, sécuritaire, militaire, politique, etc. Et c'est tant mieux que les problèmes africains soient réglés par les Africains eux-mêmes, parce que de toute façon, on empêchera toujours les Africains de s'unir. Il y a toujours des conflits qui sont alimentés. Et peut-être cet accord, c'est un défi en fait pour Kinshasa et Kigali. C'est un défi de respecter cet accord parce que cette région a beaucoup souffert. Cette région des Grands Lacs a souffert depuis 30 ans de climat d'instabilité politique et militaire. Dernier mot sur la question. Juste un mot comme ça, très rapidement, une phrase qui va tout résumer. L'Algérie est une puissance militaire, on le sait, mais c'est surtout une puissance morale. Et c'est diplomatique aussi. Très bien. Alors, parlons à présent, messieurs, si vous le voulez bien, de la guerre des 12 jours, donc entre l'Iran et l'entité sioniste. Le président américain, donc Donald Trump, a annoncé un cessez-le-feu total entre les deux parties après plusieurs jours de tirs, de missiles et de bombardements respectifs. Mais celles-ci, donc les deux parties, s'accusent de frappes respectives. Badis, que pensez-vous de ce cessez-le-feu? Il va durer. Si vous me permettez, Nouad, moi j'aimerais rappeler d'agression sioniste contre l'Iran. Pourquoi je ne veux pas évoquer la guerre des 2 jours? Parce que ça a une connotation à la guerre des 6 jours. Et quand on connaît en fait l'issue et les conséquences, donc je préfère parler d'agression, puisque c'est ça dont il a été question. Et d'ailleurs, l'Iran a tout de suite enclenché l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour pouvoir se riposter et attendre une éventuelle riposte des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui n'a jamais eu lieu. Et rappelant que la guerre préventive n'existait pas. Tout à fait. Alors oui, pour revenir sur votre question, une guerre totale coûte plus cher qu'une paix armée. Sauf qu'une paix sans justice est juste un prolongement, ou je dirais même une guerre différée. Et c'est ça dont la question est aujourd'hui fondamentale et qui est sur toutes les bouches des analystes. Comme le traité de Versailles, d'ailleurs, c'est pareil. Absolument. Donc, il est clair et net qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est le seul conflit dans lequel l'entité sioniste elle-même a reconnu un échec militaire stratégique. Et je reviens sur le tweet j'ai perdu son nom, mais l'ancien conseiller de Donald Trump, notamment la Maison-Blanche, qui a tweeté il y a 2 jours que l'entité sioniste n'avait plus les moyens de continuer la guerre. Ce qui est vrai. Ça, c'est un fait. Ça, c'est des faits qui parlent. Brennan. Et donc, exactement. Cette paix, effectivement, c'est comme une bouée de sauvetage. Elle est salvatrice à l'entité sioniste. Mais bien évidemment, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Le premier territoire à conquérir, c'est quoi? C'est effectivement la perception des choses. C'est le narratif, c'est le récit. Et le récit, sur cette question de l'entité sioniste, a un avantage. À travers des médias, je dirais, à leur portée, des médias en masse notamment, qui font cette propagande. Et nous l'avons vu à travers les plateaux télé en Occident. Donc, mais la vérité, elle est là. C'est que nous avons juste quelques éléments chiffrés. Près de 320 soldats israéliens tués. 320 sionistes tués au bas mot, puisqu'on sait très bien que là, encore une fois, comme j'ai dit, l'information est la première victime. Donc c'est les chiffres plus ou moins, on en saura un peu plus avec les médias d'opposition. Et puis vous avez aussi 94 drones abattus par l'Iran. Des drones qui sont censés être le summum de la technologie militaire sioniste. Donc c'est quelques éléments qui démontrent aussi qu'il y a un échec purement militaire de l'entité sioniste. Alors il y a également plusieurs avions de 5e génération qui ont été abattus. Des F-35, d'ailleurs, 2 ou 3 apparemment qui ont été même abattus, et même parfois même les pilotes qui ont été prisonniers. Donc je peux vous dire qu'effectivement, c'est du jamais vu. Et quelques autres éléments chiffrés, plus de 3500 projectiles se sont abattus sur les territoires occupés, à plus de 1000, notamment 1000 fois le dôme de verre, je dis bien le dôme de verre et non plus le dôme de fer. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Et qui a démontré ses limites, qui a démontré
qui a démontré ses limites. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce de déni de la part de l'entité sioniste. Il y a aussi, il faut le rappeler, un narratif de la Maison-Blanche qui consiste à effectivement essayer de sauver ce qui est sauvable à travers justement une stratégie de protection inaliénable, indéfectible notamment. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'Iran était entré dans une guerre d'usure. Oui. Elle a su le faire par le passé, elle saura le faire encore. Et la plus grande surprise de l'entité sioniste, peut-être tu pourras en parler un peu plus, Gamal, c'est cette technologie, haute technologie locale de l'Iran, notamment sur les missiles hypersoniques, sur lesquels ni l'entité sioniste, ni ses alliés, notamment occidentaux, ses parrains occidentaux, je préfère le mot, s'y attendaient. Et donc c'est pourquoi... C'est l'effet de surprise. L'entité sioniste, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a été sur une crête, notamment en matière de son existence. L'entité sioniste, à mon avis... C'est important, parce que allez-y, là, il est sur un sujet. Sur un sujet. Moi, je pense que la question, il faudrait peut-être la reformuler, à mon sens, parce que la question qui intéresse tout le monde, réellement, et c'est la question la plus brûlante, c'est qui a gagné la guerre. Alors, les sionistes se vantent l'avoir gagné, ils n'ont pas gagné. Ils se sont fait humilier. Pourquoi ? Parce que péché d'orgueil, quand les Iraniens leur disaient « nous avons une technologie hypersonique », ils n'y croyaient pas du tout. Parce qu'eux ne l'ont pas. Les Américains, les sionistes, les Français et les Anglais n'ont pas de missiles hypersoniques. Je ne parle pas des missiles qui vont à Mach 1, mais Mach 2, 3, 4, jusqu'à 13, 16. C'est la technologie russe que les Iraniens ont su développer. Ensuite, ils n'ont pas pris les Iraniens au sérieux parce que les Iraniens savent, ils ont leur lanceur depuis Ahmadinejad. Ils ont donc des satellites d'observation pour voir ce qui se passe sur le territoire. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques en dehors des villes, évidemment. Ils ont frappé les villes quand ils étaient touchés eux-mêmes. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques, le siège du Mossad, le ministère de l'Intérieur, l'énergie, la communication, la recherche scientifique. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques qui faisaient de cet État un État qui se l'organisait d'être le meilleur au monde. Une entité. Une entité, mais qui se prend pour un État légitime alors qu'il n'en est pas. Et ce qui se passe, pourquoi je pose la question de qui a gagné la guerre ? Parce qu'en termes réels, quand on fait une guerre, quand on provoque une guerre, puisque c'est une guerre d'agression, qui est illégale, on le rappelle, rappelons qu'ils ont attaqué tout le monde dans la région, c'est un État prédateur. Je parle de ce nouveau Hitler qui est en place actuellement, qui va bientôt sauter. Quand on fait une guerre, on affiche des objectifs et c'était clair. Faire tomber la République islamique, désarmer la République islamique, en finir avec le programme nucléaire. Tous les objectifs ne sont pas atteints. La République islamique est toujours en place. Le programme nucléaire n'a pas du tout été détruit, contrairement à ce qui était raconté. Même les Américains ont fait des frappes comme ça pour la décoration, mais ils n'y croyaient pas du tout. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on a des Scott Reader et autres qui en parlent sur Internet. Et surtout, on a des images qui arrivent maintenant. En dépit, la vérité était la première victime, effectivement, des images censurées parce que l'État sioniste était en panique. Ces citoyens filmés, diffusés. On voyait du Gaza en plein Tel Aviv, ce qui est extraordinaire. En dépit de tout cela, on se rend compte que la résistance palestinienne et tout l'axe de la résistance a été frappé durement, mais a résisté jusqu'à aujourd'hui. Les Palestiniens résistent, pour donner un chiffre. Il y a 4 jours, 7 Israéliens sionistes tués dans un char Merkava par un Palestinien, un combattant. Et en plus, le Hezbollah n'a pas répondu aux attaques alors qu'il pouvait le faire. Il a laissé le, entre guillemets, parrain iranien, parce qu'on peut parler de parrainage, agir, et il y a eu près de 2000 missiles qui ont frappé le territoire occupé de Palestine. 2000 missiles qui ont donné quoi ? Qui ont fait trembler la population sioniste en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va dire réellement ? Les chiffres, si on est un peu sérieux sur les quantités, le dernier missile qui a frappé un immeuble d'habitation sur la dernière frappe iranienne, qui répondait à l'agression après le cessez-le-feu des sionistes, a tué 4 personnes dans un immeuble. Comment on peut imaginer le chiffre ridicule de 30, 50 personnes ? Ils donnent des chiffres qui ne veulent rien dire. En réalité, ils cachent leur défaite parce que la seule fois dans leur histoire, depuis cette affaire-là, où ils avaient été frappés, c'était en 91 par Saddam Hussein. 67 missiles Scud ont touché Tel Aviv. On parle de censure militaire, Gamal. Je ne suis pas d'accord sur un point. C'est une censure militaire, Gamal. C'est une censure militaire, c'est une censure idéologique. Parce que Netanyahou, il a vendu du rêve. Il a dit à sa population, je vais vous protéger, vous avez un accord. Je ne suis pas d'accord sur un point, Gamal. Juste fini. Attends, ça part. Là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Dôme de fer a fondu en du verre, c'est vrai, c'est bien de le dire. Il leur a vendu la sécurité, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, toutes les villes ont été frappées et la question de l'existence des sionistes, c'est la négociation qui va être imposée par Netanyahou. Pardon, Madi. 2 minutes, Faisal, il n'est juste pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord sur un point. Et je vais nuancer par rapport à cette victoire. Et après, je vous donne la parole. C'est clair, une victoire stratégique, notamment de l'Iran avec l'effet de surprise et la technologie militaire, y compris l'hypersonique. Mais là où je nuance un peu tes propos, c'est que quand on parle de victoire, rappelez-vous, les premiers, deuxièmes jours du début de l'agression, l'Iran a été pris de court. Oui. Rappelez-vous de ces bases, notamment de montage, d'assemblage de drones sur le territoire iranien. Oui. Monté par qui ? Par justement des infiltrés du Mossad, par des agents
du Mossad. Bon, on peut les identifier à travers les opposants du Shah et autres, certainement d'ailleurs, puisqu'ils étaient bien infiltrés avec un ancrage identitaire, idéologique et culturel profond. D'ailleurs, la chasse aux espions se poursuit encore en Iran aujourd'hui. Mais ça nous a rappelé une chose, et d'ailleurs sur laquelle l'Iran a eu cette capacité de proactivité rapide. Non seulement ils ont été vers la chasse de ces agents espions qui étaient des agents dormants depuis quelques années, parce qu'on ne peut pas mettre en place une usine quasiment, en fait, puisque c'était plusieurs bases secrètes de montage et d'assemblage de missiles, d'assemblage de drones d'attaque, notamment sur un territoire grand comme un continent, sans justement avoir cette accointance de l'intérieur et autres. Donc l'Iran a tout de suite su réagir en 2 jours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu les 2 jours de réflexion, d'action en interne pour comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, effectivement, il y a eu cet effet de surprise. C'est pour ça que je préfère nuancer. Et d'ailleurs, c'est une alerte au monde, notamment, et y compris à des pays qui sont cibles, notamment d'instabilité ou de tentatives d'instabilité comme l'Algérie, rappelons-le. C'est pourquoi aujourd'hui la doctrine de notre armée est une doctrine très rigoureuse sur cet aspect-là. On a parlé l'édition précédente sur le cyberespace, sur le territoire, mais aussi sur les nouvelles guerres. Et c'est pourquoi vous savez, en temps de guerre, si vous avez l'information et le renseignement, vous maîtrisez la guerre. Donc c'est une guerre aussi d'espionnage et de contre-espionnage sur lesquels on doit être intransigeant. La nouvelle guerre, pardon Gamel, la nouvelle guerre, c'est d'abord les drones, parce qu'on a vu qu'il y a une guerre des drones, et également les missiles balistiques. On n'a pas vu les chars ou d'autres formes utilisées dans cette guerre. Mais pour la dôme de fer, en fait, dans l'antisionisme, il n'y a pas que la dôme de fer, il y a 8 couches qui empêchent les missiles par territoire, effectivement. 4 assurés par les Américains et 4 par les sionistes, dont le ciel, ce qu'ils appellent le ciel d'acier. Et les 8 couches n'ont pas servi, ils ont fait défaut. Et c'est vrai que sur ce plan, l'Iran a largement gagné cette guerre. Vous avez vu, nous, dans les médias occidentaux, tous, sauf par exception, on nous dit que l'Iran a perdu la guerre. Sur quelle base? Moi, en tout cas, je retiens la victoire de la communication iranienne. La communication iranienne qui a vite réagi, malgré la censure, et malgré les empêchements, malgré les manœuvres, malgré les dénigrements, et aussi l'autre aspect développé dans ce que nous a montré cette guerre, ça veut dire que, Ebadis a raison, ça veut dire les pays de la région, les pays qui peuvent être ciblés éventuellement, qui ont un autre narratif, qui ont une autre diplomatie, doivent aussi renforcer leur système de défense, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas le président Trump qui a sauvé l'autodécision à leur demande, parce qu'ils n'étaient plus dans la capacité de répenser. Tous les experts disaient qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà de 12 jours. Et l'Iran a montré par le passé qu'il a une capacité d'endurance très très grande et qu'il pouvait aller très très loin. Absolument. Avec l'Irak, ça fait 8 ans. 8 ans avec la guerre des villes. Et sur l'autre aspect, l'aspect diplomatique, l'Iran a signé le TNP, le traité de non-prolifération des armes atomiques. Israël ne l'a pas fait. Personne ne pose le problème. Et c'est pour ça que le comportement de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, pose vraiment problème. Malgré que c'est une agence onusienne, aujourd'hui Téhéran a raison de dire, et là il y a eu l'enterrement de 60 savants et commandants de l'armée, dont ceux de la guide des révolutions. Téhéran dit aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne. Parce que nous étions prêts à aller vers une négociation à Mascate, à la demande américaine. Le jour même, la veille, l'antisioniste attaque l'Iran. Donc, comment on peut faire confiance à un ennemi qui ne respecte pas les règles? L'antisioniste, n'a jamais respecté. Gamal, on sait aujourd'hui que l'antisioniste est donc affaibli, on va le dire clairement. Est-ce que ce cessez-le-feu avec l'Iran va peut-être entraîner un cessez-le-feu à Gaza? Alors, c'est pas que ça va l'entraîner, parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Netanyahou est un dogmatique qui veut tuer toute opposition. Là, il y a un échec cuisant avec l'Iran. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est la guerre C'est marrant parce qu'on vient 80 ans en arrière. Je veux dire, le V1, V2 allemand avait donné le sentiment que le monde allait changer par les missiles. Aujourd'hui, les missiles sont devenus l'arme absolue, on le sait. Plus que des avions de combat où il y a un risque de perte du pilote. Mais ce qui se passe, c'est que ces systèmes qui ont développé il y a longtemps, c'est pas d'hier, de couverture aérienne pour empêcher que les missiles arrivent, des intercepteurs comme Star Wars par les Américains, c'était le rêve américain contre les Russes, ces systèmes sont obsolètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dehors de rêver de faire ça au laser, ce qui est pas sérieux, ils savent qu'ils ont perdu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont acheté à renfort de milliards de dollars ne sert à rien.
Les intercepteurs ne fonctionnent pas sur l'hypersonique, il n'y a aucun moyen au monde d'y arriver. Et donc, en termes stratégiques, ça a été dit à l'instant, les chars n'ont pas été mobilisés parce qu'il y a 1600 km de distance, on ne peut pas envoyer de chars, ce serait un suicide. En revanche, frapper à distance, tranquillement de chez soi avec un joystick, ça on sait faire. Donc oui, les sionistes ont perdu, oui, ils seront obligés de négocier à Gaza parce que Trump est en train de faire un coup de pression pour que Netanyahou se couche devant Trump, le roi est mort, hein, clairement. Et oui, la nouvelle guerre aujourd'hui, les nouvelles guerres technologiques passeront nécessairement non plus par les avions de combat, mais par des drones, donc des avions qui n'ont pas de pilote, et surtout par des missiles continentaux, intercontinentaux. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse et ça remet totalement en cause le système délirant qu'ils ont développé sur 30 ans des sionistes, qui avaient pris les missiles Scud irakiens. Ils se sont dit, c'est bon, on est protégé, ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, non seulement ça coûte cher, mais en plus, ça ne fonctionne pas. Donc tous ces mythes sont effondrés. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'un homme qui a un pied à terre comme Netanyahou, son État en l'occurrence, qui sont en position de fragilité, aujourd'hui, il ne peut plus continuer à dire « je suis le plus puissant ». Il sait qu'il n'est pas le plus puissant. Il ne peut plus continuer à dire « je suis invincible », puisqu'ils ont été frappés au cœur de toute leur ville. Il ne peut plus continuer à dire « je vous sécuriserai à tout bout de champ ». Il se voile la face, Badis. Comment Gamal. Il se voile la face, Gamal. Il veut s'en mentir lui-même. Il faut voir la tête qu'il a. En 2 ans, comment il s'est dégradé physiquement. Là, il a pris un choc psychologique énorme. Parce que la perte de c'est une perte d'image, d'autorité, de moyens, de crédibilité, de mythe. Parce que le mythe, c'était la tour impénétrable, oui, c'est ça, l'invincibilité de l'entité sioniste, c'était l'armée la plus morale du monde. On avait s'occuper de cette armée la plus morale du monde. La grande démocratie qui fait de la censure et donc qui empêche les médias. Aujourd'hui, je voulais citer ça. Par rapport à la moralité, c'est très important. Ça, c'est bien le rôle de ça. Bon, la moralité, c'est BHL, tous ces propagandistes qui sont assez ridicules. Ouais, Bernard Lévy. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mythe, effectivement, s'est effondré, mais plus encore, et c'est là où c'est fascinant. On n'aurait jamais vu ça il y a 2 ans. On a des clips sur Internet où ils se moquent de leur défaite, où les gens font des chansons boum boum, où ils se sont moqués parce que le monde entier en a eu assez de cette arrogance et de ces massacres de masse. On ne parlait pas palestinien, de ce génocide en cours, et finalement, il n'y a pas une larme à lâcher. Il y a 2 ans, si vous aviez eu le même rapport de force, Iran, antité-sioniste, le monde entier aurait été contre l'Iran. Là, ils ont mesuré leurs propos, oui, mais quand même, ils ont été attaqués. Alors, à part les médias, effectivement, mainstream qui racontent n'importe quoi, mais c'est important parce que la vision qu'on a d'eux, c'est ce qui a été dit par Alassane Faisal, est une vision écornée aujourd'hui, ils vont devoir négocier. Gamal, je voulais citer le journal Haaretz, qui est un sioniste de gauche, et qui aujourd'hui, vendredi 27, a publié un article qui fait fureur à travers le monde. Le titre, c'est « Tuer des innocents, c'est devenu la norme ». Et ça, c'est des soldats sionistes qui se sont campés à Haaretz. Ils disaient qu'on leur a donné des ordres pour tirer sur des personnes qui attendaient de la nourriture. C'est donc ça l'armée la plus morale du monde. L'armée morale la plus morale du monde. Moi, j'ai envie de l'appeler l'armée la plus immorale du monde parce qu'ils ont mis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont mis des cachets de je ne sais quoi dans la farine donnée aux Palestiniens. Oui, c'est des drogues, oui. C'est des drogues qui ont été mélangées dans la farine, c'est beaucoup d'experts qui le disent, mais ils tirent sur des personnes, sur des enfants. Si vous faites une file et que vous allez chercher un sac de farine ou quelque chose pour manger, pour donner à son... Ils tirent sur ces personnes, et ça c'est un journal sioniste qui le reconnaît. Parce que lorsque les organisations internationales l'ont dit, lorsque les experts, les médecins sans frontières, les journalistes présents, ils ne voulaient pas le croire, ils disaient la propagande. On a même vu un chroniqueur dans une télévision belge qui disait non, les Razaouis ne souffrent pas de famine, on leur donne de la crêpe à la Nutella. Donc c'est vraiment ridicule. Et là, je suis d'accord avec Gamal, c'est que le narratif sioniste s'est effondré cette fois-ci. Parce qu'on leur a dit que c'était un pays qui était entouré, enfin un pays entouré par des ennemis, il fallait assurer la sécurité de l'entité sioniste. Or, l'entité sioniste a bombardé tous ses voisins, sans aucune exception, et quand elle a trouvé face à elle un pays qui est capable de se défendre, comme l'Iran, eh ben, ils ont demandé ou ils ont quémandé le cessez-le-feu. Peut-être que cette entité ne comprend que ce langage, celui de la force. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme Gamal l'a dit tout à l'heure, que Donald Trump va réussir à faire plier Netanyahou, à lui imposer ce cessez-le-feu avec Gaza? Alors, très difficile de le dire, puisque faut d'abord regarder chacun son agenda politique. Effectivement, Donald Trump a des pressions, notamment de ses soutiens en interne. L'American First, aujourd'hui, certains ne le voient pas. C'est une guerre qu'ils n'ont pas demandé. C'est des aides aussi, puisqu'on parle quand même de plus de 44 milliards d'aides militaires, notamment des États-Unis envers l'entité sioniste en un an. Donc un financement lourd qui pèse lourd sur les caisses et les trésors américains. Surtout aussi, Donald Trump s'inscrit dans un pacifiste un peu
enjolivé par un narratif, par un discours un peu où il souhaite rassembler tout le monde, effectivement. D'ailleurs, ça a été dit, il a même demandé à avoir le prix Nobel par rapport à Barack Obama, effectivement, qui lui a été un peu moins dans l'action, mais plus dans le discours. Effectivement. Donc, Netanyahou, il faut comprendre qu'il est inarrêtable. Netanyahou, le seul levier qui peut l'arrêter, c'est la rue israélienne. Il y a eu des manifestations aujourd'hui. C'est là où je veux en venir. C'est que d'abord, ça a commencé par les familles des otages, mais aujourd'hui, l'opinion publique nationale israélienne est contre lui. D'abord par rapport à cette guerre contre un acteur et une armée régulière et non pas des innocents et des civils. Il a perdu la guerre. Et d'ailleurs, ça a calmé ses ardeurs, puisque oui, je reviens sur cette pause. Pour moi, c'est une pause tactique, notamment, et c'est pas la fin des hostilités. En revanche, oui, Netanyahou sera arrêtable par l'opinion publique, et ça a commencé d'ailleurs avec des motions de censure, des risques, notamment au sein du Knesset, avec la dissolution de son gouvernement. Mais moi, j'aimerais juste rappeler, par rapport pour faire un parallèle avec Gaza, très rapidement, c'est que plus l'antité-sioniste perd la guerre, plus elle se venge sur les civils à Gaza. Et j'ajouterai aussi pour la rhétorique, pour ceux qui veulent le réfléchir un peu plus profondément, c'est que la guerre est légitime tant que l'antité-sioniste la gagne. Et dès qu'elle la perd, la diplomatie débarque. Tout à fait. Exactement. Merci messieurs pour ce débat. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On revient dans quelques instants pour la 4e et dernière partie. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la dernière partie d'Hebdo Show. Et pour cette dernière partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Il y a également avec nous, on a également le plaisir, messieurs et Nariman, d'accueillir monsieur Ali Karki, créateur de l'application Discover Algeria et directeur général de la start-up Alpha Aerosystems. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Nariman, ce soir, vous allez donc nous parler tout simplement du lancement de cette application qui est Discover Algeria. Qu'est-ce que c'est, Nariman ? Exactement. Alors Nouhed, ce soir, préparez-vous, je vous emmène en voyage. Vous inquiétez pas, pas besoin de visa, pas besoin de valise ni de passeport, juste de votre téléphone. Une nouvelle application basée sur l'intelligence artificielle a été lancée mercredi dernier au Palais de la Culture Mufti Zakaria, une cérémonie qui a été présidée par le ministre de la Culture et des Arts Zouher Bellelou, et elle promet de transformer notre manière de découvrir, et je dirais même de redécouvrir l'Algérie. Et si je vous disais que les ruines romaines de Timgad, les fresques préhistoriques du Tassili-Najer ou encore même les palais ottomans de la Casbah d'Alger pouvaient désormais tenir dans votre poche, eh bien c'est le pari audacieux mais hautement prometteur qui vient d'être relevé par une start-up 100% algérienne, Alpha Aerosystems, en partenariat avec l'OGBC, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. L'appli s'appelle Discover Algeria et son ambition est claire. Au-delà de découvrir l'Algérie, c'est rendre notre patrimoine accessible à tous, à tout moment, et grâce aux technologies les plus avancées. Ali Kraki, on va tout d'abord commencer par le commencement. Comment vous est venue l'idée de développer cette application et surtout, pourquoi en ce moment ? Tout d'abord, merci de me recevoir ce soir. Alors l'idée, elle est simple. Lorsqu'on visite son pays et qu'on est issu de la diaspora, on n'a pas forcément toutes les connaissances et on se rend vite compte que les meilleurs souvenirs sont issus des personnes qui connaissent bien à la fois le patrimoine culturel, culinaire, mais aussi la ville, et ils vous font découvrir finalement les meilleurs spots, les meilleurs endroits. Et l'idée était de dire, vu que nous on est une start-up technologique, comment on peut mettre la technologie au service finalement de cette connaissance au plus grand nombre, et essayer pourquoi pas d'innover et de faire quelque chose qui ne s'est pas fait ailleurs. Alors on l'a vu, c'est un projet mûri, réfléchi et surtout très ambitieux sur le plan technologique. Concrètement, quelles sont les principales fonctionnalités de cette application ? Qu'est-ce qu'un utilisateur va pouvoir faire avec son smartphone en main ? C'est une très bonne question. Tout d'abord, on a la reconnaissance d'image. Donc on peut prendre n'importe quel monument en Algérie et pouvoir le reconnaître immédiatement et avoir une base d'informations qui, elle, est contrôlée, qui est issue de la base de données du ministère. Deuxièmement, on a un assistant IA qui est intégré dans l'application et qui, lui, va faire finalement une organisation du séjour. Parfois, lorsqu'on va dans une ville, je prends l'exemple de Tiepasa, on peut aller voir les ruines romaines, mais il y a d'autres choses à voir autour. Et on n'est pas forcément au courant. L'idée, c'est de dire à l'IA, on est 2 personnes, on veut passer 3 jours, qu'est-ce qu'il y a à visiter ? Quels sont les restaurants, les meilleurs hôtels, etc. L'objectif, c'est de valoriser le patrimoine, mais c'est aussi de dynamiser tout l'écosystème économique qu'il y a autour du tourisme.
Donc c'est vraiment un sujet qui est entre vraiment la culture et le tourisme. Et l'application, elle est super bien présentée. Je l'ai téléchargée ce matin. Merci. Et c'est super simple à utiliser. On peut rentrer. Vous avez une cartographie avec tous les monuments à proximité que vous pouvez découvrir. Il y a aussi l'option de prendre en photo un monument. Et vous avez après... comment vous est venue l'idée de simplifier comme ça? C'est un peu TripAdvisor, mais à l'algérienne. Je pense qu'autour de la table, on est tous des patriotes. On a tous envie de valoriser l'Algérie, de raconter un peu finalement les endroits qu'on a envie de valoriser, même à ses invités, même lorsqu'on est à l'étranger et qu'on parle de l'Algérie. Je trouve qu'il y avait très peu, il y a des initiatives, il ne faut pas dévaloriser ce qui est fait, mais il n'y avait pas de porte unique finalement qui centralise sous le nouveau format qui ressemble aux réseaux sociaux. Quelque chose de simple, intuitif, accessible à tous, et surtout dans plus de 9 langues. Parce qu'il faut penser aux communautés étrangères qui vivent en Algérie. On a des communautés, on a la communauté turque, on a la communauté chinoise. C'est des gens qui viennent travailler ici, qui vivent, et qui n'ont pas forcément toutes les connaissances sur le patrimoine ou sur les activités qui sont possibles. Est-ce qu'on trouve toutes les informations sur le patrimoine culturel? Parce que le patrimoine culturel, matériel et immatériel, est très vaste. Est-ce qu'on a toutes les informations ou vous avez seulement choisi que certains éléments du patrimoine algérien? Alors c'est une très bonne question. Nous, pour l'instant, on a fait de notre mieux. C'est vrai que le projet était très court, on l'a fait en 5 mois, avec la volonté, grâce à... D'ailleurs, je le remercie, monsieur le ministre. Donc c'est évolutif. La réponse, c'est que c'est évolutif. Pour l'instant, on a mis 12 wilayas. On espère étendre progressivement les semaines à venir. C'est vrai qu'on a eu un engouement qui a dépassé nos attentes lors du lancement, que ce soit sur le plan médiatique, mais même au niveau des téléchargements. On est rentré dans le top 100 Apple Store le lendemain. Bravo. Donc vraiment, on voit qu'il y a un sujet autour de l'identité algérienne, du patrimoine et du tourisme et de la valorisation de notre identité qui touche un grand nombre de nos concitoyens et je pense de leurs proches aussi. Donc, et comment est-ce que vous est venue l'idée justement de créer cette application? D'où c'est venu? Comment est-ce que l'idée est née dans votre tête? Mais honnêtement, je pense qu'on a tous eu des invités qui nous ont dit j'ai visité tel pays et tel pays, j'aimerais bien visiter l'Algérie ou j'ai pas eu l'occasion, ou qu'est-ce que tu me recommanderais? Comme vous venez de le dire à juste titre, le patrimoine algérien est tellement vaste. C'est vrai. Je pense que même les Algériens ne connaissent pas forcément l'exhaustivité de leur propre patrimoine. Donc l'idée, c'est de se dire, il existe des livres, il existe des musées, ils sont là, il y a un travail qui est fait. Comment je le rends de manière ergonomique ou plus, on va dire, digeste pour les nouvelles générations, sur les nouveaux formats. Et c'est vraiment ça l'idée. On a par exemple un format vidéo qui ressemble fortement à un réseau social où on peut swipe. Et finalement, quand on a un paysage qui est exceptionnel, où certains vont vous dire ça c'est pas possible que ce soit l'Algérie, et en fait c'est l'Algérie, et ben vous cliquez et vous avez la localisation, et vous voulez y aller, donc vous avez l'hôtel, et donc en fait on rend un dynamisme. On n'est pas hôtelier, on n'est pas guide touristique, mais finalement on est le portail gratuit et accessible à tous qui permet de valoriser le patrimoine. Vous parlez de l'aide du ministère de la Culture et de son ministre. Est-ce que vous avez fait justement un partenariat également avec le ministère du Tourisme et aussi le ministère des Startups? Parce qu'en fait, vous cochez plusieurs cases. Oui, vous cochez Startup, vous cochez tourisme et vous cochez également tourisme. Alors, il faut savoir que l'initiative, elle a 100% été faite en Algérie. C'est-à-dire qu'on a d'abord dû obtenir le label Startup innovant. Donc vous êtes passé par le ministère des Startups. Exactement, on est passé par vous qui êtes venu d'ici, vous voyez comme quoi il y a un bel enchaînement entre les différents ministères en termes de communication et surtout de coopération. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment une coopération et un schéma qui est logique. Donc on présente son dossier aux startups d'abord. Voilà. Essayez d'aller justement dans le développement de l'idée, du parcours, de l'idée jusqu'à l'aboutissement total. Comme ça, on explique justement à nos téléspectatrices et téléspectateurs comme quoi, quand il y a la volonté, qu'il y a le bon produit, tout est faisable. Tout est possible. Ah oui, je suis complètement d'accord. Donc, en arrivant en Algérie, il a fallu tout simplement déposer un dossier auprès du ministère des Startups pour obtenir un label qui est en fait une commission qui va venir évaluer
votre projet, sur le code, sur le côté innovant de votre produit et qui va vous accompagner avec les différents acteurs en vous donnant les interlocuteurs. Et c'est là que j'ai découvert qu'on ne pouvait pas exploiter les images de l'Algérie comme ça. Il faut obtenir une autorisation préalable de l'OGEBC. Donc j'ai été rencontrer les personnes qui justement traitent du droit d'image en Algérie et qui m'ont tout simplement écouté, à savoir quel était l'objectif de mon projet, son équilibre économique, parce qu'il faut savoir que ce projet-là ne coûte rien à l'État et ne coûte rien à l'utilisateur. Il a été fait sur fonds propres et l'idée c'est de pouvoir trouver l'équilibre par la suite avec des acteurs privés. Avec publicité, hôtelier, restaurant, je remercie l'un de nos partenaires qui a subventionné justement le lancement de cette application, qui est le groupe G-Tour. Sans eux, ça aurait été très compliqué, mais l'idée c'était vraiment, l'État est là pour nous donner l'agrément, pour encadrer les choses. Donc le groupe G-Tour vous a aidé financièrement pour développer ça et a été un partenaire avec vous économique. Exactement. Donc on les remercie. Mais l'initiative... au niveau du ministère des startups, c'était justement d'obtenir ce label. Une fois le label obtenu, c'était l'accord avec l'OGEBC, qui fait partie du ministère de la Culture. Oui. Et ensuite, ça a été présenté le projet à Monsieur le Ministre, qui tout de suite est ouvert à toute initiative qui est positive pour l'Algérie et qui justement émane de ses concitoyens. Moi, je ne vais pas vous cacher, j'ai travaillé, j'ai étudié à l'étranger. L'appel du président, qui a été très clair sur les initiatives des Algériens pour leur pays, a été entendu. Il a été entendu. Et la réalité du terrain, elle est présente. On peut mener des projets. On peut vraiment mener des projets lorsqu'ils sont sérieux. Le déroulement, pour vous, a été simplifié par rapport justement à toutes les instructions qui ont été données par le président de la République. Là, derrière nous, on voit le ministre, le secrétaire d'État à la Communauté nationale, Sofiane Chaïb, on voit le ministre de la Culture. Oui. Donc c'est une sorte de consortium gouvernemental pour propulser les projets innovateurs. Exactement. Et donc du coup, pour répondre à votre question initiale, le ministère du Tourisme est aussi acteur de ce partenariat et soutiennent l'initiative. Et on va justement travailler ensemble à l'évolution de cette application qui doit justement remplir les attentes progressivement dans les mois à venir. Un mot à dire, bravo. Merci, bravo. Merci. Alex Laquet, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est une application qui a été pensée pour tous, pour les curieux, pour les familles, pour les touristes, pour les Algériens eux-mêmes. Et justement, on dit souvent que l'Algérie est un géant touristique endormi. Est-ce que vous pensez que le numérique, en particulier à travers des applications comme la vôtre, peut devenir un moteur de relance touristique ? Alors, j'aurais pas l'ambition de dire qu'à moi tout seul, je serai un moteur pour le tourisme. Je pense que ce serait une hérésie. Mais par contre, on a des chiffres. Le tourisme, il y a un quart des touristes algériens qui visitent leur pays, donc qui partent en vacances en Algérie. Donc ces personnes-là, elles aussi, veulent découvrir leur pays. On a des chiffres clairs. Donc aujourd'hui, le tourisme représente seulement 2%. Il y a une ambition du président d'ici à horizon 2030 à ce que ça ce soit 3 fois plus, voire 4 fois plus. Ça passe par un arsenal, disons, et où l'application et puis toutes les autres initiatives qui seront menées vont aider. Parce que forcément, aujourd'hui, l'économie passe par les réseaux sociaux, passe par l'image, passe par la numérisation, passe par la simplification. Et c'est vrai que rajouter l'IA, c'est aussi, on va dire, une volonté de faire en sorte que ce projet marque technologiquement. Parce qu'on a très peu aujourd'hui d'initiatives autour du tourisme qui utilisent l'IA, qui l'utilisent aussi comme un ordonnanceur pour le séjour. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle a été intégrée dans cette application ? Pardon, excusez-moi. Comment est-ce que l'intelligence artificielle a été intégrée dans cette application concrète ? Donc on a une reconnaissance visuelle, ça c'est quelque chose qui peut exister par ailleurs, mais vraiment ce qui est nouveau c'est le chatbot qui va venir faire des recherches ergonomiques par rapport à votre destination, à votre volonté. Vous voulez faire du parapente, il y a un acteur qui fait du parapente à Annaba. Vous voulez faire un trail dans le désert, voilà, vous avez directement dans l'application le chatbot qui vous fait votre séjour, qui vous indique votre hôtel, votre restaurant, mais aussi l'activité pour laquelle vous voulez mener. Et si on centralise ça, je pense que la centralisation va aider, va contribuer, en tout cas à la visibilité des acteurs touristiques du pays. Par le passé, les guides touristiques qu'on trouvait dans les librairies étaient un moyen de faire connaître un pays.
Par exemple, pour vous, est-ce que votre application, un lecteur à Caracas, par exemple au Venezuela, ou à Tokyo au Japon, ou à Nairobi au Kenya, va trouver tous les éléments d'information, par exemple, pour voyager. Il veut faire le voyage Nairobi à Alger pour visiter les sites de type ASA. Est-ce que tous ces éléments par rapport au voyage, on les retrouve dans votre application? C'est l'ambition qu'on a. C'est l'ambition qu'on a. Il faut savoir qu'à la soirée de lancement, on avait même des ambassades étrangères. Hein. Donc ça a même été relayé par les médias étrangers comme une bonne initiative. L'idée, c'est qu'on arrive à ce point-là. Vraiment, c'est notre ambition. Et bien sûr que ça nécessite forcément de bien collaborer avec le ministère de la Culture, les experts, les historiens, aussi, peut-être, les archéologues, etc. Bien sûr, les compagnies publiques également. Donc nous, on est ouvert à tout cela. Je pense qu'on est de bonne volonté. On a fait le premier pas. On a fait le lancement. Maintenant, il faut mettre les moyens de notre côté pour répondre aux ambitions et aux attentes des concitoyens. Pourquoi ne pas remplacer le guide du routard Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est de la génération. Sur le plan culinaire, c'est intéressant. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas bien les différentes cultures culinaires au niveau de l'Algérie, c'est un état énorme, mais ce qui serait intéressant, effectivement, pour la montée en qualité, peut-être d'avoir des notations pour les restaurants, de recommander, enfin des choses comme ça. Exactement, donc c'est dans les catégories à la une qu'on a déjà mis dans l'application. Oui, et l'idée, c'est peut-être lorsqu'on visite une wilaya, d'aller goûter la spécialité de cette wilaya et de savoir quel établissement, justement, est reconnu dans cette région par rapport à ça. Et au-delà de la simple fonction d'outil touristique, Discover Algérie, c'est aussi un acte de mémoire et cela nous amène à un sujet essentiel, celui de la préservation du patrimoine. Alors on le sait, l'Algérie regorge de trésors archéologiques historiques, mais ils sont parfois menacés, volés, oubliés, même vandalisés. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que la technologie est un levier pour restaurer et même pour faire revivre certains de ces sites qui sont oubliés ? Oui, clairement, la technologie, et puis même pour aller dans votre sens, je pense que les gens vont s'approprier cette application. Si les gens s'approprient cette application, on va pouvoir mettre la lumière sur un patrimoine oublié, ou comme on dit en arabe, Kunuz al-Marfiya, les trésors cachés, finalement, de ce pays, et qui justement, espérons-le, avec une initiative collective, j'utilise vraiment le mot initiative collective, et cet outil-là, j'espère que ce sera le cas. Pourquoi l'appellation Discover Algérie, découvrir l'Algérie? Pourquoi pas, par exemple, on aurait dit visite Algérie? Est-ce que vous pensez que l'Algérie, touristiquement, est une destination peu connue? Visite Algérie, c'est un nom qui est déjà pris par le ministère du Tourisme. Ouais. Donc on n'a pas voulu marcher sur les plates-bandes du ministère. Mais Discover, on pense que c'est bien parce qu'on connaît le potentiel de l'Algérie. Et un côté aventure aussi, Discover. Voilà, et puis un nom international. Donc on a essayé de prendre quelque chose de marketing. Moi, juste avant de poser une question, ce qui est innovant dans cette idée effectivement ingénieuse, puisqu'il faut le dire, c'est comment transformer le patrimoine figé en un récit raconté ou virtuel ou je dirais même vivant. C'est ce que offre en tout cas l'application dont je serai certainement le prochain user que je vais télécharger, qui plus est qui va me servir. Parce que tu parlais tout à l'heure effectivement des gens à l'étranger, mais même y compris nous. C'est-à-dire quand on arrive, on est dans une ville parfois, on va visiter ce qu'on connaît ou ce qu'on nous a dit de visiter, mais pas forcément à travers, j'ai rentré dans les arcanes de la ville à travers cette application qui donne une expérience immersive. Moi avant cela, Ali, c'est un peu l'archétype de nos compatriotes à l'étranger, effectivement, qui reviennent en Algérie pour d'abord apporter une valeur ajoutée, puisque cette application, rappelons, est une application de souveraineté économique. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, cette intégration économique à travers tout ce maillage économique, que ce soit les hôtels, les restaurants, les magasins d'artisanat et autres. Donc, il y a un melting pot justement qui est fait ou rendu grâce à cette application. Moi là, avant de poser la question de pourquoi, pas cette idée, mais pourquoi revenir en Algérie, puisque tu as fait tes études en France, tu as travaillé en France et autres, et aujourd'hui ce retour au-delà de l'appel du président de la République Abdelmadjid Tebboune, puisque voilà, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Et là, je parle en connaissance de cause avec les samedis de la diaspora que j'organise, où je vois effectivement des profils comme le tien qui ont des idées, qui passent de la tergiversation, de la réflexion à l'action comme toi aujourd'hui. Donc j'aimerais comprendre un peu qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à revenir vers l'Algérie, parfois avec certains obstacles d'abord, parfois, puisque surtout pour ceux qui sont nés en France en l'occurrence. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a fait franchir ce cap? Et je conclurai, parce qu'après je sais que j'aurai plus la parole. Moi, c'est un appel que je donne d'ici. C'est un appel que je donne d'ici, c'est que
et certains me comprendront, les ma عجبوش الحال يرجع للبلاد. C'est l'esprit patriote, ça. Oui, allez-y. L'Algérie, c'est le pays au plein potentiel. Je pense que je l'ai plus pris, la volonté de revenir ici, d'entreprendre ici. Je pense que c'est un challenge. La réalité, elle est là. On a envie et on sait qu'on peut faire briller ce pays. Quand je dis on, je parle de toute personne qui est bien intentionnée. Vous sentez l'engouement dans votre environnement à l'étranger? Vous sentez l'engouement, vous sentez la hype sur l'Algérie actuellement? Le Made in Algérie. Au-delà de la hype, je pense qu'on se retrouve identitairement beaucoup dans les valeurs de l'Algérie aujourd'hui, même si on est à l'étranger. Moi, à la soirée, bon, il y a eu un événement avec... donc j'ai remis le bouquet à ma maman. Je pense que l'éducation qu'on a reçue, elle est forte. Très importante. Mais c'est la question de revenir sur le challenge économique. Par exemple, de revenir en Algérie, sur bien sûr les obstacles. Il faut savoir qu'il faut prendre ça comme un challenge. Et surtout, si je devais donner un conseil par rapport à ma maigre expérience sur ce projet-là, c'est revenir avec une forte humilité et être à l'écoute justement et un fort partenariat avec les personnes en local. Moi, la vidéo qui a été réalisée, c'était quelqu'un en Algérie. C'est un jeune qui a très peu de budget et qui a fait là une vidéo magnifique. J'ai travaillé avec des artistes algériens qui sont venus à la soirée. Je veux dire, l'Algérie n'a rien à envier aux autres pays. Bravo. L'Algérie a un potentiel énorme. Il faut revenir ici en toute humilité, accepter le challenge. Et puis, si les personnes sont bien intentionnées et si vraiment les gens savent faire ce qu'ils font, ils y arriveront. Il n'y a pas de raison. Bravo. Merci. Bravo. Merci Ali Karki et bravo une fois de plus pour l'application donc Discover Algeria que vous trouverez donc mesdames et messieurs sur l'Apple Store et sur le Play Store. C'est bien, ça marche très bien. Voilà. Moi, je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai fait. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je pense qu'on a tous téléchargé l'application. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles tous les samedis soirs. À très bientôt. Au Tahia El Jazeera. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.